Hello à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de podcast avec Guillaume Ducruet qui est déjà passé, puisque tu es agent de Edge. Donc si vous avez envie de savoir la carrière d'agent de Monsieur Ducruet qui a commencé à l'OL notamment, je vous invite à réécouter cet épisode qui avait très bien marché. Guillaume, déjà, comment ça va? Ça va, super bien. T'es à Il Lyon fait là? froid maintenant, hein. C'est fini l'été. Ah, c'est rideau. Hello. Aujourd'hui, on va parler ensemble du recrutement que vous faites chez Edge, donc qui est une agence qui permet à des jeunes joueuses et joueurs de se professionnaliser grâce à des services comme la stat, la nutrition, le cordage, la customisation, et j'en passe, ainsi que le tien, le service d'agent qui permet de rapporter évidemment des contrats de toutes sortes aux joueurs et joueuses qui deviennent professionnels. Et vous avez une stratégie que vous êtes en train de développer qui est le recrutement chez les jeunes. Et aujourd'hui, on va faire un focus avec toi en première partie. Tu vas nous expliquer comment tu fais, ainsi qu'avec Yannick Dumas, qui coach toujours, il me semble, hein, Aziz Dougaz, C'est un, ça. un des meilleurs joueurs tunisiens et du continent africain. Alors voilà, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer cette stratégie que vous avez de peut-être moins vous focaliser sur des recrutements de joueuses matures, on va dire, après 16 ans, et aller chercher le plus tôt possible, quoi. Alors, enfin, effectivement, alors mature, oui, à 16 ans, ça peut faire, ça peut faire peur. Non, mais en fait, c'est effectivement l'historique de Edge est d'aider les joueurs dans la transition junior-professionnelle. Donc, cette transition, elle est toujours très compliquée. C'est le moment où le joueur a vraiment besoin de se staffer et de, on va dire, mettre un coup d'accélérateur sur son projet pour pouvoir faire cette transition. Mais une fois qu'on a dit junior professionnel, junior, on peut tout mettre. La bulle ou la famille junior n'est pas aussi, on va dire, radicale que les catégories comme on connaît, poussin, benjamin, minime, etc. Junior, qui sont les 17-18 ans. Nous, dans notre jargon, junior, c'est globalement les moins de 18, mais ça descend jusqu'à 10, 12, 13 ans. Aujourd'hui, si tu veux, on se rend compte que le parcours d'un jeune joueur ou d'une jeune joueuse qui va vouloir être professionnel commence beaucoup plus tôt que 18 ans. Il va commencer à 12 ans, 13 ans, même des fois, même 11 ans. Alors, nous, l'idée, c'est pas forcément d'aller chercher et de forcer des joueurs ou de les pressuriser dès le plus jeune âge. L'idée, au contraire, c'est plutôt d'aller trouver des joueurs pour lesquels on détecte de certaines qualités, un potentiel, permettrait, si le joueur ou la joueuse travaille bien, ben, puisse franchir toutes les étapes dans sa catégorie de 11, 12, 13 jusqu'à ses 18 ans, au moment où, d'une manière générale, il termine le lycée et se lance pleinement sur le circuit. Donc en fait, cette stratégie, elle est intéressante parce que ça nous permet surtout de créer un lien avec le joueur dès le plus jeune âge et surtout avec sa famille, avec ses parents. Ça nous permet aussi d'avoir d'une certaine manière un, un partenariat avec le staff technique, ce qui nous permet de pouvoir suivre l'évolution du joueur et, comme tu parlais tout à l'heure des services, d'apporter nos services, d'apporter notre savoir-faire, notre expertise à des moments précis dans le développement du joueur ou de la joueuse. Et donc, effectivement, le fait de les prendre jeunes, comme tu viens de me dire, ça permet justement de mettre ça en place. C'est vrai que quand tu arrives à 16, 17, voire même 18 ans, surtout chez les filles, très souvent, c'est des athlètes qui sont prêtes, on va dire, à jouer et la valeur ajoutée qu'on pourrait éventuellement proposer, elle est moins importante que ce qu'elle pourrait être si elle avait 12, 13, 14 ans où le joueur ou la joueuse était en pleine construction. Mais ça Et vous coûte surtout chez beaucoup les moins cher aussi, non? bah, ça coûte beaucoup moins cher, oui et non, parce que effectivement, les besoins à 13 ans sont pas les mêmes qu'à 18 ans. Tu voyages peut-être un peu moins, quoique, mais n'empêche que, effectivement, et ça, c'est un peu ma marotte. J'essaye toujours d'expliquer à des projets de jeune âge, de pas non plus passer à tout de suite 15, 25, ou même j'ai vu des fois 25 heures d'entraînement par semaine. Donc, effectivement, il y a moins d'heures d'entraînement dans le projet. L'idée, c'est quand même de créer un équilibre entre l'école, le sport de haut niveau malgré tout, et puis on est quand même affaire à des jeunes enfants pour qu'ils aient aussi une vie, qui se construisent une vie socialement. Donc on ne peut pas non plus tout de suite les pressuriser. Donc il y a quand même un peu moins effectivement d'investissement, et c'est très très relatif. Néanmoins, l'investissement, il dure plus longtemps parce qu'il part de plus jeune. C'est-à-dire que quand on commence à 12, 13 ans, bah, effectivement, le suivi, bah, déjà, si on commence à 12 ans, on va passer 6 ans avant d'arriver aux 18 ans. Donc, Alors, moi j'entendais dire que les grosses agences, donc il y a quoi? Il y a
il y a 4-5 grosses agences sur la place, on va dire, dans le tennis. Il y a IMG, Ouais, Octagon, un peu plus, ouais. On est une petite dizaine à travailler activement, oui. voilà. Et les plus grosses mettent déjà des billets lorsqu'ils signent une jeune pépite, des 10-15 000 euros par an, peut-être. On est à peu près là-dessus, non? Est-ce que Non, vous faites pareil? non, les montants sont très variables en fonction du niveau du joueur, de son potentiel, de son marché, puisque le marché rentre en compte, hein. Effectivement, il y a des joueurs et des joueuses issus de marchés clés, hein, parce qu'on est quand même dans une relation aussi, enfin, en tout cas, les marques aussi sont quand même dans ont des intérêts aussi économiques derrière. Donc oui, effectivement, les très très bons joueurs peuvent à un moment donné avoir des supports financiers, des aides financières pour pouvoir justement ben, signer chez eux. Donc effectivement, il y a une certaine concurrence. C'est un marché assez compétitif. Il n'y a qu'à aller aux petits As à Tarbes, qui est quand même les U14, où effectivement ben, tout le monde est présent et c'est à celui ou à celle qui essaiera de recruter le futur vainqueur, parce que généralement, quand tu es dans les tout meilleurs à Tarbes, aux petits As, même s'il n'y a pas de vérité, tu sais que d'une manière, tu es dans le bon wagon. Et là, ça Après, sort le chéquier à ce moment-là, à table? oui, oui. Que ce soit les marques ou les sociétés d'agence, ça peut très souvent sortir on va dire des contrats financiers, effectivement. Ouais. T'as Mais des ça va mont- dépendre de plein de choses, hein, donc il n'y a pas de règle, en fait. Et c'est quoi? C'est 10% des jeunes, vraiment les pépites, même moins peut-être, qui ont une sorte de fixe comme ça dès le plus jeune âge? Bah, je sais pas, je pourrais pas dire, oh non, c'est beaucoup moins de 10%, hein. Parce que regarde, si tu prends le... C'est facile, hein, je vais dire, si tu... Alors, les gens, ça va peut-être pas parler aux gens, mais ce qu'on appelle l'IPIN, qui est la licence internationale, si tu as le nombre de joueurs qui ont un IPIN et qui, par catégorie d'âge, qui évoluent sur les circuits internationaux U12, U14 et U18, voire même U16 quand ils sont un petit peu entre les deux, il y a des milliers de joueurs. Et donc, sur ces milliers de joueurs, ne serait-ce qu'en France, tu vois, tu prends une année d'âge, on est quand même pas loin de plus d'un million de licenciés maintenant en France, si je dis pas de bêtises, sans le Ouais. paddle. Donc, il y a quand même un noyau important de jeunes joueurs qui jouent très bien au tennis. À 11 12 ans, tu vas dans tous les centres de ligue, il y a du monde. Donc, quand tu fais ça par tous les pays, au final, à mon avis, non, c'est beaucoup moins de 10% des joueurs qui peuvent avoir des, euh, des Des contrats fixes. financiers. Et Ouais, ouais. t'as des montants entre, on va dire, 10 et 13-14 ans, à combien les plus grosses Non. agences Non, proposent? j'ai pas de montant, on va dire, réel, donc je dirais peut-être des bêtises et j'ai pas envie de le faire. Mais oui, mais ça peut être plusieurs dizaines de milliers d'euros par an, oui, bien sûr. En Déjà tout à douze cas, treize ans? ouais, en tout cas, ça permet, en tout cas, si c'est bien fait et en bonne intelligence, et c'est très souvent le cas d'ailleurs, ça permet d'aider le joueur à financer son projet, les entraîneurs, parce que faut bien se dire une chose, c'est que hormis les grosses fédérations comme la nôtre, ou quand on est, et encore pas tous, hein, quand on est très bon à 12 13 14 ans, et encore, c'est qu'une très petite partie de tous ces joueurs-là, on a la chance de pouvoir être pris en charge en grande partie par la Fédé. Mais ça, c'est une exception. C'est-à-dire que tout le reste, tous les autres pays, que ce soit notamment les pays de l'Est, ils n'ont pas des fédérations comme la nôtre qui permettent d'avoir des centres d'entraînement nationaux avec des parcours, on va dire, une voie royale, entre guillemets. Donc, ça veut dire que, effectivement, c'est des investissements qui permettent, dans certains cas, de financer bah, le coach, le voyage, les entraînements, la préparation physique, etc., quoi. Donc, ça coûte Ça, beaucoup ça- d'argent au bout d'un moment. ça veut dire qu'une agence comme Edge va pas forcément signer des jeunes Français ou des jeunes Françaises, puisqu'ils sont déjà représentés, entre guillemets, ou soutenus par la Fédé. Vous allez mettre le focus sur d'autres nationalités, c'est ça? Non, non, parce qu'en fait, chaque pays a sa particularité. Donc, effectivement, nous, les jeunes Français, toi notamment, non, il a dit, il vient d'avoir 18 ans, on a Nathan Trouvé. Qui était Euh, là au qualif de l'US Open Junior. Enfin, non, pas au qualif, ouais, au tableau final d'ailleurs. non, il était tableau final à l'US, il a fait deuxième tour. Là, il a passé un tour, Et en double, il a dû faire quart ou demi, je crois. je crois qu'il fait quart, ouais. Et là, Ouais. il a gagné avant-hier son premier tour à plaisir. Et là, il joue à la moment, à l'heure où on est en train de parler là. En futur? Ouais, Ah, il c'est est sur beau. place. Ouais, ouais, il a eu wildcard de la Fédé, il a passé son premier tour, il a gagné en 3-7. Donc, il a gagné son premier point ATP là. Ah, mais il en avait déjà. Incroyable. Putain, Nathan, qu'on a rencontré à l'Orange Bowl en décembre Ouais, dernier. Si vous voulez exactement. aller voir la vidéo YouTube, vous allez voir Nathan qui a une histoire incroyable. Je la dis vraiment en 15 secondes. Je vais te dire si j'ai le score en direct. Je te dirais, vas-y, vas-y, hein, explique. Son histoire, c'est que il tape je ne sais où il fait un essai
l'académie de Rafa à Majorque. Et Moya passe par là, le voit et lui dit, ainsi qu'à son père, écoute, on a un fonds d'investissement avec une sorte de mécène qui donne X milliers d'euros par an. Et tu nous intéresses, ton profil nous intéresse. Si tu veux, tu peux être pensionnaire de l'Académie de Raphaël Nadal gratuitement. Euh, donc voilà, c'est comme s'il avait gagné un peu au loto. Le mec a quand même une très très bonne étoile. Bon, visiblement, il joue très bien au tennis, mais les planètes sont quand même bien alignées pour qu'il tape la balle là-bas, que Moya passe par là, qu'il lui fasse la Ouais. proposition. Et je crois que c'est sa deuxième ou troisième année chez Rafa, du Ah coup. ouais, il vient de terminer. Bah là, il vient de perdre le premier 6-4, il est breaké au deuxième tour. À 50 000 € à peu près l'année chez Rafa, c'est un beau cadeau. C'est un Voilà. beau cadeau, ouais. Ouais. Donc, Voilà, je sais c'était pas une ce qu'on petite disait. parenthèse. Je te disais que vous mettiez éventuellement le focus sur le recrutement des jeunes ailleurs Ouais, et qu'en puis c'est France. Et vrai, là, tu me parlais de Nathan. voilà, et très sincèrement, aujourd'hui, quand tu es très très fort à 13-14 ans, ben, tu as beaucoup de gens qui s'intéressent à toi. Donc, il y a de la concurrence. Donc, effectivement, quand tu es très très fort et que tu as déjà 18 ans, généralement, les gens, comme tout le monde est assez bon dans son métier, le gamin à 18 ans, depuis 3-4 ans, tout le monde sait qu'il joue bien. Et généralement, ben, l'association avec le jeune joueur a été faite avant. Donc, si tu attends 18 ans pour vraiment t'engager et aider des joueurs, très souvent, les tout meilleurs sont déjà pris, quoi. Donc, il faut aller les chercher un petit peu plus tôt, quoi. Et alors, qu'est-ce qui fait la spécificité, on va dire, du recrutement, de votre recrutement chez Edge, chez les jeunes? Pourquoi est-ce qu'un jeune signerait chez vous et pas dans les 10 autres agences dont on parlait tout à l'heure? Déjà, c'est tous les services qu'on propose, c'est tous les avantages qu'on peut proposer en termes d'accompagnement. Tu peux C'est nous les aussi, citer? il y a les statistiques, toute la gestion des datas qu'on peut mettre à disposition. On prend en charge toute la partie matérielle, comme tu disais tout à l'heure, la custo, etc. On a un centre de performance à Neuchâtel en Suisse avec Lionel, qui est notre responsable là-bas, notre directeur sur la partie testing, préparation physique. On a des neurosciences, des neuroscientifiques sur place. On a un nutritionniste sur place. Ça veut Euh, dire que tu fais partie de Edge, tu peux aller t'entraîner à Neuchâtel gratuitement avec tous ces services. Oui, voilà, tu peux passer, faire Incroyable. des semaines de tests. Donc, ça permet d'avoir des jalons et de pouvoir travailler en collaboration avec l'entraîneur du joueur, de la joueuse, sur des axes d'amélioration. C'est-à-dire qu'on est capable à un moment T, de dire, bah voilà, on a fait tous ces tests. Voilà un petit peu la situation du joueur, où elle en est, où il en est. Nous, on sait, grâce aux data de Fabrice, quels sont les facteurs clés de succès pour pouvoir réussir. Donc, on connaît statistiquement les choses à mettre en place pour réussir. Donc, à partir de là, ben, on a un bilan à un moment T, on a un plan d'action qui est mis en place et on peut à un moment donné retrouver le joueur quelques mois plus tard. On compare, on regarde et on peut travailler tout ça avec l'entraîneur sur le plan de progression, quoi. Et toi Donc, qui es ça, dans le c'est tennis depuis 25, 30 ans, ouais, est-ce que ça se fait chez la concurrence ou c'est un service unique que vous avez? Ce sont c'est assez des unique. services uniques. C'est assez unique parce qu'en fait, c'est ce que j'ai toujours. En fait, nous, on n'est pas une agence de management. On est surtout une agence de players development. Alors, c'est-à-dire qu'on est une agence qui fait du développement de joueurs dans le sens où on assume comment je pourrais dire ça? On assume notre investissement dans le sportif. On assume notre rôle dans le sportif. Il y a beaucoup de sociétés de management qui, elles, se contentent à faire de la représentation, qui sont là pour effectivement les partenariats, les sponsors, etc., qui sont là effectivement peut-être pour à un moment donné trouver un entraîneur ou trouver une académie où le joueur va pouvoir s'entraîner. Mais l'agent va, d'une manière générale, va pas dire à tel ou tel joueur, tiens, ton coup droit, tu devrais faire comme si, physiquement, il faudrait plutôt que tu travailles dans quel sens. Nous, on va au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas là que dans de la représentation et dans de l'animation de réseau. J'ai envie de dire, on s'associe à l'entraîneur dans le développement du joueur. Et ça, c'est un risque parce qu'on peut se tromper. Voilà, ça peut arriver. Et ça veut dire que si à un moment donné, on se trompe, le joueur peut nous dire, les gars, vous m'avez envoyé dans le mur, donc je vous quitte. Donc c'est un risque parce qu'on assume ça. C'est pour ça que très souvent, les agences de management ne veulent pas trop se mêler à ça. Et pour l'avoir vécu chez Technifil, notamment, tu vois, dans les changements de raquettes, c'est toujours très compliqué quand un agent ne va pas vouloir forcer un joueur de passer d'une raquette à une autre, parce que si la raquette ne fonctionne pas, le joueur peut dire à l'agent, attends, tu m'as plus ou moins forcé la main à jouer avec cette raquette-là, et au final, je ne gagne plus un match.
Donc, à cause de toi, donc, toi, c'est très compliqué de s'investir là-dedans et d'avoir une certaine responsabilité. Et donc, en fait, la frontière est assez fine. Et nous, on a décidé, si tu veux, de passer cette frontière et d'assumer et d'y aller et de nous engager un peu comme pourrait faire un centre d'entraînement au final ou dans l'entraînement et dans la participation au développement du joueur. Donc, c'est un parti pris qu'on a. Ça paraît ouf. Enfin, de l'extérieur, on a l'impression que si un jeune joueur ou moins jeune signe avec Edge, c'est un peu comme gagner à l'euro million. Tu te dis, ah, j'ai le droit à tout ça, c'est quand même dingue, quoi. Pour Ah vous, oui, pour vous, ça doit être un sacré coût financier aussi par rapport à la concurrence qui ne le fait pas forcément. oui, oui, oui. Oui, oui, c'est un coût financier. C'est pas un coût financier, c'est un investissement. Ouais. C'est Le but est vraiment de s'y un investissement. retrouver Et sur oui, les c'est un performances des investissement parce joueurs à que, terme. en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ce joueur, il était avec nous, ou cette joueuse était avec nous, et en fait, on veut tout faire pour qu'il progresse le plus rapidement possible comment dire, qu'il réalise ses rêves. Et Hmm. donc, pour nous, l'intérêt, c'est que notre diamant, si je peux dire, on va le polir, on va l'aider à devenir plus joli pour qu'il ait aussi plus de valeur et que surtout que l'aventure humaine soit jolie. C'est-à-dire que nous aussi, c'est pas uniquement que le côté économique, il y a aussi le côté humain et de se dire à un moment donné, bon, ben voilà, le joueur, on l'a pris à ce moment-là et on l'a amené au bout de son potentiel. Et c'est aussi vachement intéressant. Et cet investissement, on va dire, économique en termes de purement business, cet investissement aussi émotionnel qu'on met en place. J'ai toujours su que tu avais un grand cœur, Guillaume. C'est vrai. Un cœur tendre, d'ailleurs. Ouais. Il se passe quelque chose. Du coup, là, tu reviens De de Rome. Rome sur un tournoi moins de 14. On s'était vu à l'Orange Bowl l'année dernière, pareil, moins de 16, moins de 14, moins de 18. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais ton recrutement? Je Ouais, verrai bah, c'était ensuite simple, hein. avec Yannick Dumas en deuxième Ouais, partie. Mais déjà, ouais. toi qui as 30 ans de carrière, comment il s'y prend, le bonhomme? Merci. Non, en fait, déjà, il faut choisir les tournois clés. C'est-à-dire qu'on connaît les tournois où ça se passe. Ouais. Donc là, par exemple, typiquement à Rome, c'était les championnats d'Italie moins de 14. C'est-à-dire que c'est comme chez nous, les championnats de France moins de 14 qui ont lieu. Alors, cette année, ce n'était pas Roland-Garros à cause des JO, mais tu vois, voilà, c'était les championnats italiens. Donc en Et c'est fait, il y quoi avait. là? C'est la hype autour de Sinner et toute la clique qui pousse à aller voir en Italie? Là, Non, mais attends, alors je vais te dire un truc. Là, il va falloir commencer à se mettre à parler italien tous parce que c'est quand même incroyable ce qui se passe dans ce pays au niveau tennis, quoi. C'est-à-dire Comment t'expliques? qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, la fédération italienne a fait un très bon travail d'organisation, de mise en place et de structuration de la formation avec les ligues, etc., comme on peut le faire un peu chez nous en France également. Et puis, il y a cette génération de joueurs incroyables qui sont là en ce moment en Italie, ce qui fait que ça crée un engouement et une émulation entre les jeunes où en fait, j'ai l'impression que tout le monde veut jouer au tennis. Et puis les mecs, les gamins, ils ont une grinta de dingue, tu les vois, Et c'est quoi? C'est une chance sur la génération ou c'est une meilleure Ah organisation non, 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 non. en Alors, interne tu veux par dire sur rapport à les la joueurs, les France? pros actuels? Les... Ouais, les pros, et je sais pas, j'essaie de comprendre par rapport à ce qui peut merder chez nous. Alors, ouais, merde, ouais. Alors en fait, je pense pas que la génération Sinner, Berrettini et compagnie ou Musetti soit le fruit de tout le travail qui a été vraiment mis en place par la Fédé, parce qu'ils sont quand même déjà, ils sont quel âge? Ils ont Mature. presque 20 ans, les mecs, Donc là, voire un c'est peu une part de plus. chance, tu dirais? Ouais, ça arrive, les générations spontanées, tu vois, comme nous avec les 86, ils ont tous, à un moment donné, il y a un travail de fond qui est fait, et il se trouve qu'à un moment donné, tu en as 5 6 qui émergent, et puis après, ils doivent certainement se tirer la bourre, et donc ça doit déclencher un peu plus ouais, une sorte d'engouement et d'émulation autour de tout ça, et donc du coup, ces joueurs et ces joueuses, parce que toi, ça avait quand même commencé avec Flavia qui a gagné l'US Open, il y a quand même eu, Fabia Peneta, voilà, pardon, Flavia Penetta, excuse-moi. Euh, la compagne la femme. du fantasque, Fabio Ouais, ouais, Fognini. ouais, ils sont géniaux les deux. Euh, donc, Fabio qui, vraiment, quand tu l'invites sur une exhibition, qui s'arrache, quoi. Le gars qui donne. c'est vrai. Eh, écoute, Le mec est venu à Beaumont, vous organisez ce tournoi en ouais, préparation de Wimbledon. Et parfois, il marchait, c'était aberrant. Et tu te dis, il est fini ce gars. Le mec a gagné 20 matchs pendant l'été. Il a enchaîné victoire sur victoire. C'était incroyable. moi, ce qu'on appelle des folants. Tu le vois jouer, tu dis, ouais, c'est bon, il marche. Mais Mm. je pense que le mec, il doit avoir un œil bionique, il voit tout avant tout le monde et au final, il n'a pas besoin de courir, quoi. Il est sur la balle à chaque fois. Hallucinant. Bon, je Ah, c'est t'écouterai, ouais. incroyable. Et puis, il a quel âge? Il a 35 37 ans maintenant, non? Ah oui, oui, c'est un bon Il est vétéran, de ouais. 87, ouais, donc il doit avoir pas mal. Donc,
Donc voilà, donc en fait, j'étais à Rome sur les moins de 14 ans. Donc il y avait tous les meilleurs 14 ans de toute l'Italie qui s'étaient qualifiés, comme nous, via certainement des championnats de ligue, pour venir participer au tableau final pour, ben, comment on dit, déterminer le champion d'Italie U14. Donc c'était les 2010. Donc j'ai passé la semaine à Rome pour aller les voir jouer. Donc, Et donc tu du fais coup, quoi? Tu vas voir les parents, les entraîneurs? non, 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 non. Alors pendant les matchs, j'essaye pas trop de faire ça parce que c'est toujours un peu compliqué. Et alors, tu vois, ce qui est très intéressant, c'est la remarque qu'on s'est fait avec Yannick, parce que lui, il était sur les U12 ans, hein. Et il a vu la même chose, c'est qu'il y avait finalement très peu de parents. Et les gamins, en fait, sont tous là avec leur coach. Et en fait, et toi, tu me parlais de l'Italie, je pense aussi que il y a, alors je ne sais pas si c'était pas le cas avant, mais en tout cas aujourd'hui, les entraîneurs italiens, j'ai l'impression ça suscite une sorte des vocations chez les mecs et les coachs, ils ont envie de s'investir. Ils voyagent de plus en plus, ils sont présents de plus en plus. Et là, à Rome, il y avait quasiment très peu de parents et chaque gamin était là avec son coach. Alors, ça peut être des coachs de club, des coachs, alors peut-être pas des coachs de club, mais c'est surtout des coachs de club. Et les mecs, ils viennent, ils sont avec leurs entraîneurs, quoi. Donc, si tu veux, il y a un investissement des entraîneurs qui est de plus en plus, moi, qui est réel en Italie, quoi. Et donc, du coup, si tu veux, pendant le tournoi, non, j'essaie de pas trop parler à ces gens-là. Déjà, je regarde jouer, je me mets dans un coin et j'observe. Déjà, ça, c'est la première chose. Tu Ouais. vois, t'observes, t'observes comment on appelle ça, comment le jeune il évolue, comment il réagit, comment il se comporte, comment il parle à son entraîneur, comment il se comporte avant son match et après son match, tu vois, en termes de routine, de récup. Toi, tu vois un peu tout ce qui est un peu invisible. Toi, tu es là, à un moment donné. Son gabarit ou t'en prends pas compte parce que tu te dis Si, si. il grandira? Alors, le gabarit, c'est très compliqué chez les garçons parce que tu sais que tu as des garçons qui grandissent tard. Alors là, pour le coup, comme je te disais, il n'y a pas beaucoup de parents, mais quand ils sont là, tu essaies de jeter un œil aux parents parce que généralement, si le papa fait 1,64 m, tu dis ça va être compliqué, quoi. Belle bête. Par, ouais, par contre, si tu vois que le père ou la maman, ils sont quand même, voilà, qui ont un sacré gars, tu te dis, et que le petit, il est minuscule, tu te dis, bon, ça va grandir à un moment donné. Donc aujourd'hui, ça paye pas beaucoup, c'est compliqué, ça court partout. Mais quand ça va se développer, ça va être intéressant, tu vois. Donc on regarde effectivement un petit peu ça. Et puis après, tu as le niveau du tennis, tu regardes un peu. J'essaie de. On regarde forcément la technique parce que voilà, puis, mais c'est pas forcément. J'essaye de pas trop m'arrêter là-dessus, surtout dans ces petites catégories où tu as encore du temps pour la travailler si tu veux. Et c'est On quoi le regarde. moment où ton œil il brille? Écoute, moi ce que j'aime bien regarder, c'est les intentions de jeu. C'est-à-dire que ce que j'aime bien, c'est regarder un gamin qui a des. Quand tu sais ce qu'il faut faire à haut niveau, clairement, si tu vois un gros gabarit qui a déjà une avance physique et qui ponce, qui ponce, qui ponce et qui gagne ses matchs parce que d'ailleurs il est plus costaud, puis surtout c'est qu'il fait pas une faute, tu dis bon, ok, d'accord, mais tu sais très bien qu'à un moment donné, s'il change pas son mindset et s'il commence pas à essayer d'être plus agressif et d'aller finir les points, d'avoir un jeu plus offensif, ça passera pas. En revanche, tu vois le joueur qui lui bah, essaye de faire des choses, qui crée du jeu, mais que la balle va sortir de ça, qui perd le point, ou qu'à un moment donné, il va se faire contrer parce que voilà, il a fait une attaque qui n'était pas forcément judicieuse à ce moment-là, mais qu'il a essayé, et que même s'il loupe, il recommence, il n'est pas là à pleurer en disant ouais, là tu te dis, bon, le gamin, il est déjà positif, il a des vraies intentions de jeu, il essaye de produire du jeu. Quand ça va se mettre en place et que s'il prend du physique et que si le coach fait un bon travail, tu dis ça peut faire quelque chose. C'est surtout ça que je regarde, les intentions de jeu, tu vois. Et à quel moment tu plantes la graine du coup, si c'est pas évidemment tu parles pas pendant les matchs, tu déranges pas on va dire, mais à quel moment tu prends contact quoi? Et Alors, comment? déjà, on a pour l'habitude de pas essayer de faire ça sur un match parce que tu peux tomber sur un jour où le gamin il est peut-être malade. Il joue Toi, tu vois, chaleur, au ouais, mais contraire. toi, par exemple, on a un petit Slovaque là qui est numéro un européen des U13, tu vois, qui joue super bien et qui est au championnat d'Europe en ce moment, donc ont lieu les U14 en République tchèque. Bon. Donc, globalement, il joue qu'avec des gamins qui ont un an de plus que lui, parce que lui, il a 13 ans, les autres, ils ont tous 14 ans. Mais il est quand même, je crois, il doit être top 10 Europe, tu vois, déjà, tu vois. U14. Et là, il a pris un et 2 au premier tour. Donc, si tu as le score, tu dis, bon, bah, ok, il a pris une tôle au premier tour. Et en fait, tu t'aperçois que le gamin, en fait, il était juste malade comme un chien, quoi. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est quand même de pointer des joueurs intéressants et puis de les suivre de la durée, tu vois, de se dire, parce que peut-être qu'on l'a vu jouer sur dur et qu'il est meilleur sur terre, peut-être qu'il est meilleur sur terre et puis on l'a vu jouer sur dur. Donc déjà, c'est de voir un petit peu sur la durée.
voir si effectivement, sur les semaines qui suivent ou les mois qui suivent, il continue à performer. Et à ce moment-là, si on voit que bah, la tendance est plutôt positive et que le gamin il est sur un progrès et que tu t'aperçois que bah, ça continue à bien jouer, à ce moment-là, on active ce qu'on appelle le réseau, la bande du billard, et on essaie de prendre contact avec la famille et puis on leur demande si, s'ils sont intéressés de collaborer avec nous, parce qu'on a Mais envie. ça, tout le monde doit le faire, ça. Bien sûr, Comment vous tirez votre épingle du jeu? bah, faut être plus fort que les autres, faut être plus malin, faut le voir avant les autres, faut être plus persuasif, il faut arriver à bien vendre ton projet. Et puis voilà, puis après, il faut espérer que la famille en face de toi, elle croit en ton projet, elle croit en tes propos et qu'elle a envie de travailler. Et puis de toute manière, je vais te dire un truc, moi enfin, je l'ai vraiment vécu et je me rends compte que si en face, tu as des gens qui signent avec toi pour des mauvaises raisons, au final, ça ne marchera pas. Les mauvaises raisons, ça peut être, tiens, parce que tu m'as promis tel ou tel contrat, ou parce que tu m'as fait un chèque de X milliers d'euros, mais qu'au final, je vais prendre l'argent et je ne redonne pas. Si tu sens qu'il n'y a pas cette proximité et ce lien entre les deux, à un moment donné, ça ne marchera pas. Alors, à un moment donné, on peut pas, de toute façon, c'est ce que je dis, on ne peut pas signer tout le monde. Tout le monde en loupe. Ça arrive, tu vois. Il y a des joueurs qui étaient très forts et puis à un moment donné, je les ai vus à un moment donné et tu peux te dire, lui, j'y crois pas, et puis au final, il va jouer très bien. D'autres, tu dis, putain, lui, il joue grave, et puis au final, ben, regarde, Ça tu donne t'aperçois à rien. l'époque de Boluda, je sais pas si tu te rappelles, Carlos? voilà, qui était monstrueux, mais qui finalement n'a pas délivré ce qu'on espérait. C'est pas une science exacte, hein. Donc ça Bon. veut dire qu'il faut essayer de trouver un certain nombre de jeunes joueurs et de jeunes joueuses pour essayer de se dire, ben voilà, parmi tout cela, on va faire le job et on va faire le plus qu'on peut pour tous ces gamins-là. Et puis, il y en a qui vont plus s'approprier que d'autres leur projet, qui vont être plus impliqués, qui vont être plus motivés, qui vont mieux travailler, qui vont être plus à l'écoute. Et puis après, c'est la mayonnaise qui prend pas, quoi. On sait des montants sur les contrats qui avaient été signés par Boluda, Non, qui a pas non, percé? non. Il devait y avoir des centaines de milliers d'euros déjà, c'est sûr. Ah, c'était il y a longtemps, donc il y a quand même eu l'inflation depuis, mais il est de quelle année, lui? C'était 90, 91, Boluda? Un peu plus jeune, je pense. Moi, je suis de 90, ça devait être 94, 15. Ah, d'accord. Bah, Boluda, ouais, donc ça veut dire que dans les années, fin des années, milieu des années 2000, ouais, ça devait quand même, ouais, ça devait être pas mal, ouais. Mais ouais, ouais, bah, de toute façon, il gagnait tout à l'époque, hein. Ouais, il est annoncé comme le nouveau Rafa. Ah ouais, bah, Et je l'avais vu justement à Lausanne, il me semble, il y a 2 ans, il coachait une joueuse. Il était devenu coach, enfin, il était en couple slash coach avec une joueuse. ok. La classique. Ouais, ouais, la classique, ouais. Non, mais c'est intéressant. Alors après, si tu veux, il y a un truc maintenant, et j'ai vu que tu as fait un gros reportage là-dessus, c'était vachement bien d'ailleurs. Euh, il y a aussi une solution qu'on apporte aussi maintenant à nos joueurs, c'est qu'à un moment donné, vers 18 ans, si physiquement ils sont pas assez développés parce qu'ils sont pas prêts, trop, pas assez encore un peu gris. Je parle des garçons, hein, je parle pas des filles, parce que les filles, c'est quand même plus mature au niveau performance. Mais en tout cas, chez les garçons, tu t'aperçois que, enfin, aujourd'hui, il y a tout le système américain qui ouvre une vraie opportunité, qui permet d'acheter du temps de formation entre, pas de gagner du temps, mais voilà, de gagner un peu de temps et de se dire, voilà, on se laisse un peu plus de temps pour se développer physiquement, on fait un peu des études en même temps, donc c'est quand même intéressant. Et puis de voir où les joueurs ils ressortent quand ils ont 22 ans, tu vois. Hmm. Donc ça aussi, toi, c'est intéressant, on en parlait l'autre jour tous les deux, mais tu vois, il y a Antoine Cornu-Chauvin qui rentre des États-Unis, là. T'as vu, il a passé un tour au Challenger de Cassis. Ouais, Il perd 3 et 3 sur Richard Gasquet, ce qui est quand même pas ouais. mal, Qui pour gagne le tournoi, ouais. un mec qui a 0 point ATP. Et là, il s'est qualifié, il a mis des branles à tout le monde à plaisir. Il a passé un tour encore à plaisir. Et là, il va jouer tout à l'heure, ou il a joué peut-être ce matin. Donc, toi, ils ont du niveau, les mecs, quand ils sortent, hein, généralement. Et quoi, vous avez signé Non, mais c'est ensemble? un exemple. Toi, c'est un exemple d'un joueur qui sort. Toi, à l'US Open, je suis aussi allé voir, je me suis fait un petit, comme disait Jones, un petit kiff. En tour de qualif, il y avait Elliot Spizzeri, qui est le numéro un, enfin, qui était le numéro un universitaire américain, qui a fini numéro un, qui avait une wildcard, qui a Ouais, joué, je crois, au deuxième tour des qualifs contre João Fonseca, tu sais, le Brésilien qui est. ouais. Donc là, si tu veux, tu avais, le numéro universitaire qui avait pourtant 22 ans, je crois, à peu près, jeune dans ce milieu-là parce qu'il sortait du milieu universitaire, donc il a un classement qui doit être 250. Et puis l'autre tout fou qui joue l'acier,
je peux dire que sur le court, ça jouait vraiment bien au tennis, quoi. C'était intéressant, quoi. Et d'ailleurs, Fonseca a perdu, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je le vois là, il était à Rennes dans les qualifs aussi. Il est un peu partout. Il est déjà en Tchal, ça envoie. Le Ah, Speedzirri là. Fonseca? Non, Speedzirri. Ah, il était à Rennes, là? Il est venu jouer en France? Ouais, ouais. Ah, énorme. Bah oui, parce que tu sais, alors je pense qu'il l'a peut-être pas prise, mais maintenant, quand tu es dans les 10 meilleurs universitaires américains, tu as ce qu'on appelle, t'as l'ATP qui a mis un programme, un accélérateur programme, qui permet en fait aux 10 meilleurs universitaires américains en fin d'année d'avoir 10 wildcards sur des challengers en main draw. Hmm. Et si tu es entre 11 et 20, tu as les 10 wildcards, mais en qualif. Donc, à mon avis, il n'a pas dû prendre sa wildcard main draw de l'ATP, puisqu'avec son classement, il devait rentrer directement en qualif à Rennes. Et donc, du coup, il se dit, bah, si je me qualifie, ça me fait un challenger sans utiliser ma wildcard, quoi. Je me souviens de Marina Caizo qui bosse toujours pour le Toujours. sponsoring chez ASICS, Ouais. qui me disait on évite de s'affoler maintenant, même sur les juniors, ça coûte trop cher pour les sponsoriser. Ils demandent des Mm. montants faramineux. On va chercher plus les jeunes, on fait des paris un peu plus d'avenir sur les jeunes. Ouais, Est-ce alors, que, est-ce que ça se répercute pour vous aussi sur le... Alors tu disais, vous n'êtes pas une agence de management, mais sur vos non, parce services en tout que, cas. enfin, oui, 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 parce qu'effectivement, alors en l'occurrence, ça, c'est une stratégie bien précise de Marina, et je ne veux pas parler à sa part, même si à sa place, même si je la connais bien, mais effectivement, elle a fait ce choix de moins s'énerver sur les petits. Maintenant, il y a d'autres marques qui, pour le coup, elles Non, aussi de s'énervent moins sur les petits. s'énerver sur les juniors et les seniors, pour justement aller sur les petits. Ah bon? Bah ouais, Non. puisqu'ils coûtent moins cher, quoi. Alors, il y a des marques qui le font, et puis il y a d'autres marques qui préfèrent attendre que le joueur soit. Alors, sur le textile, c'est différent, parce que sur le textile, hormis les chaussures, il n'y a pas d'incidence technique sur le joueur. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Ou très peu, du moins. Donc, d'une manière générale, pour une marque de textile, une fois que le joueur il est en place quelque part, comme ils achètent de l'exposition, enfin de la notoriété et peut-être aussi essayer de faire un peu d'image, c'est plus facile pour une marque de textile d'attendre que le joueur soit au top, quitte à faire un plus gros chèque, mais au moins tu sais ce que tu achètes parce que tu achètes un classement qui existe et tu achètes de la part de voix à la télé, tu achètes de. Voilà. Quand tu vas chez les jeunes, déjà c'est un pari. En revanche, sur les parties purement raquettes, parce qu'encore une fois, on revient là-dessus, la raquette, par contre, c'est l'accessoire. Donc, quand ils sont petits, c'est facile, mais quand tu arrives à 18, 19, 20 ans et que tu commences à vraiment bien jouer, changer de raquette, c'est pas simple. Hmm. Donc J'imagine que voilà. vous devez recevoir un nombre incalculable de jeunes qui aimeraient rejoindre l'agence, non? En, Ouais, on a pas en, mal de é- demandes. Ouais. en énumérant autant de services. Et quels sont du coup vos critères de recrutement? C'est quoi le Alors, seuil? c'est très simple. Bah, justement, toi, alors déjà, dans un premier temps, enfin, on veut voir le joueur jouer. Donc, alors, si c'est des candidatures spontanées, on a l'habitude, on va regarder un petit peu le parcours du joueur sur les différents sites qui font référence. On va vite voir s'il est dans les clous ou s'il ne l'est pas, ou si elle ne l'est pas. Donc là, on va dire, écoute, c'est gentil, mais on pense que tu as plutôt intérêt de partir à telle ou telle direction. D'une manière générale, les jeunes et joueurs qui font des démarches, on va dire, spontanées pour de l'aide, c'est souvent des joueurs qui ne sont pas signés parce que les meilleurs sont déjà signés. Ils sont pas, les meilleurs juniors, on va les chercher. C'est pas eux qui vont chercher. Donc déjà, quand on te contacte, tu sais qu'il y a peu de chances de tomber sur un joueur qui va être très, très performant. Hmm. En revanche, dans notre processus de recrutement, c'est qu'une fois qu'on a effectivement vu tous ces joueurs sur des tournois, qu'on s'est fait une idée sur plusieurs mois du niveau du joueur. Et une fois qu'on est rentré en contact avec la famille, on les invite à Neuchâtel, dans notre centre de performance dont je te parlais tout à l'heure, où là, on va pouvoir faire un certain nombre de tests, on va pouvoir analyser le joueur sur plein de choses, c'est qui était athlétique, physique, motrice, technique, il va matcher, enfin, on va vraiment analyser pendant plusieurs jours le joueur ou la joueuse, et fort de ce test-là, on sort un bilan qui nous permet de conforter ou pas ce qu'on a vu en match. On dit, ah ouais, effectivement, en match, je trouvais qu'il jouait vraiment très bien. Et là, quand on sort après les tests, oui, je te confirme, le gamin ou la gamine a des qualités incroyables. Hmm. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi de rentrer en contact plus précisément avec le projet, avec le joueur ou avec son entraîneur et sa famille, parce qu'on va passer quelques jours ensemble à Neuchâtel et là, on va apprendre à se connaître et puis on va gratter un peu et on va vite voir un peu ce que les gens recherchent et puis ce qu'on peut amener de plus ou de moins pour sa fit, quoi, tu vois. Yes. Il y a une recrue que vous avez fait il n'y a pas si longtemps, qui est pas toute jeune non plus, mais Tara Roudi, c'est ça? Ah, Lolana, oui.
Est-ce que tu peux nous parler de son profil, d'où elle vient, comment vous l'avez signée, comment tout ça s'est produit, quoi? Parce Alors, elle est bien placée, elle est 150, je crois. ouais, ouais, ouais. Alors, Lorlana, elle est thaïlandaise. En fait, c'est la numéro un thaïlandaise. Comment vous avez été en contact? Écoute, tu sais, c'est un marché où le réseau est hyper important. Donc, ça veut dire que faut être capable d'avoir des gens partout dans le monde. Il faut avoir des yeux, des oreilles partout dans le monde. C'est Les comme ça. scouts, comme on Des appelle. scouts, ouais, exactement. Scout, scouting, aller rechercher la pépite, quoi. Toujours scout. Merci, Non, Guillaume. non. Et non, non, mais effectivement, bon, on avait quelqu'un qui était un entraîneur en Thaïlande qui nous a recommandé cette petite, qui était, en fait, si tu veux, ce qui était intéressant, c'est que elle est de 2004 et pendant les années des juniors, c'était en plein Covid quand elle avait, je crois, donc elle avait 16 ans et elle n'a pas matché du tout pendant 2 ans parce que son entraîneur, même quand le Covid est passé, ne voulait pas du tout qu'elle voyage. Donc elle est restée 2 ans sans fin de match. Elle est restée en Thaïlande. Donc du coup, elle a eu un classement ETF junior qui devait être, je crois qu'elle est quand même rentrée top 100, mais qui était quand même assez bas, mine de rien. Et parce qu'elle ne jouait pas à cause de Covid. Et puis on nous l'a présenté, on en a parlé. Et puis, on a fait connaissance avec l'entraîneur, avec les parents, avec tout l'environnement de la famille. On a effectivement regardé un petit peu ben, son palmarès et son activité. Vous l'avez fait On a venir de vu. Thaïlande au centre à Neuchâtel? Alors déjà, on a fait connaissance sur l'Open d'Australie parce que moi, je suis allé la voir jouer à Melbourne il y a 2 ans. D'ailleurs, on était ensemble, non? Ah bah, tu m'en avais pas parlé à cette époque-là, en tout cas. Ouais. Tu me faisais des Je suis allé la voir cachotteries jouer encore. où elle perd à l'arrache contre Jessica Ponchet au premier tour des qualifs, tu vois. Ouais. Et elle jouait vraiment bien, cette petite. Je trouvais qu'elle avait un truc. Et puis bon, alors après, c'est des Thaïlandais. Et avec tout ce que ça peut comporter comme humilité, gentillesse, gratitude. Enfin, c'est juste du bonheur de travailler avec des gens comme ça, qui sont juste Évidemment. géniaux. Et Ouais. donc, effectivement, au bout d'un moment, quand on a. Elle n'avait jamais joué sur terre battue de sa vie, hein. Donc, on l'a fait venir en Suisse, enfin, pas cet été, ce printemps. Elle est venue un peu faire quelques tournois sur terre avant de préparer Roland-Garros. Et puis elle a joué à Roland, où là, avec le temps magnifique qu'on a eu pendant 15 jours à Paris, la terre était plus, on va dire, pas très très rapide. Et la pauvre, elle s'est fait embourber, c'est le cas de le dire. Mais voilà, c'était une expérience. Donc, elle est passée à Neuchâtel. On a pu voir un petit peu ce qu'elle avait et on se rend compte que c'est une petite qui a des qualités athlétiques assez incroyables. En plus, derrière, pour les plus anciens, il y a, on va dire en mentor, il y a Paradorn, Shishrapan, hein, qui est derrière, qui est quand même la légende du tennis thaïlandais, puis même asiatique, hein. C'est un peu l'équivalent d'un Kei Nishikori là-bas. Ton modèle, Euh, depuis Pardon? que ton modèle, Ouais. depuis que tu l'as découvert, tu t'entraînes à faire le grand écart comme lui en bout de course. Exactement, exactement. J'y ai laissé 3 adducteurs, mais tout va bien. Non, non, mais voilà, donc en fait, si tu veux, donc cette joueuse-là, elle a commencé à travailler avec nous il y a presque un an maintenant. Ouais. Et c'est intéressant parce qu'elle est hyper fraîche. Elle est hyper fraîche, elle est toujours souriante, elle est gentille, tout ça. Donc on va maintenant essayer Son coach est génial, donc ils sont hyper proches et hyper sérieux dans la structure. Donc maintenant, il faut juste qu'elle apprenne et qu'elle comprenne que c'est une joueuse de tennis professionnelle, qu'elle est beaucoup encore, même elle est encore beaucoup, beaucoup dans le jeu, ce qui est génial, mais faut qu'elle s'endurcisse un peu quoi, maintenant. Et le fait qu'elle n'ait pas matché pendant 2 ans, c'est-à-dire qu'elle était un peu oubliée, un peu au placard, et c'est vous qui êtes allé la chercher, quoi, le bon timing, la bonne Alors le histoire. placard, je dirais peut-être pas le placard, mais oui, en tout cas, elle était un petit peu dans l'ombre Ouais. parce qu'elle n'avait pas matché pendant 2 ans. Et effectivement, bah, après, les planètes se sont alignées parce que on a pu rentrer en contact avec eux, on a pu la voir, on a pu faire connaissance. Et puis, on s'est rendu compte qu'elle avait quand même quelque chose. Est-ce qu'à l'époque, elle devait être 270, tu vois, elle n'était pas encore dans les qualifs de Grand Chelem. Et finalement, ben, là, elle est 150, elle progresse. Et puis, je pense qu'elle va faire son bout de chemin. Ouais. Ouais, c'est encore un pas de côté, c'est pas exactement le sujet du podcast d'aujourd'hui sur la détection vraiment chez les jeunes, mais ça reste un profil hyper intéressant. Et juste Ouais. à titre d'info, le marché thaïlandais du tennis, pour toi qui va chercher des contrats là-bas, ça donne quoi? Ouais, pour l'instant, ça reste un peu. C'est assez faible, hein. C'est pas non plus des marchés de dingue. En plus, moi, je me suis rendu compte que le continent asiatique, il est quand même assez segmenté dans le sens où d'un pays à l'autre, on ne pourra pas dire, ouais, bon, l'asiatique, ça fera le taf pour l'ensemble de l'Asie, hein. Thaïlandais, c'est pas.
c'est pas japonais, c'est pas chinois ni coréen. Tu vois, ils ont vraiment, c'est quand même très très particulier. Ils ont pas de, toi, nous on voit ça de loin, on croit que, mais en fait pas du tout. Hmm. Donc voilà, donc après, effectivement, mais comme tu disais tout à l'heure, on va essayer de vraiment aller sur les petits. Et comme je te disais tout à l'heure, c'est de repartir sur des tournois. Tu vois, on va aller faire un tour à Auray, ça fait 2 ans qu'on va à Tarbes, les Winter Cup, les Summer Cup. En fait, il faut tourner et voir tous ces joueurs qui jouent bien, quoi, et ces joueuses aussi, quoi. Est-ce que tu peux nous partager, peut-être pour terminer, une belle histoire de détection chez les jeunes que tu as vécue, dont tu as été témoin, j'en sais rien, et, Chez Edge, et chez Edge ou dans ta carrière? Et bah, encore mieux, pour c'est chez moi, Edge. Et puis pour équilibrer la balance, peut-être un bon fail aussi. Ça peut être drôle. alors pour moi, l'histoire la plus dingue, on en avait déjà parlé, je crois, la dernière fois, c'est Daria Kasatkina. Daria, elle a Ça, 13 ans. c'était pour Technifibre, hein, c'est ça? Ouais, elle a Ah 13 là ans. là, Elle a 13 ans, donc elle est née en 97. Donc tu vois, c'était. Voilà. Elle a 13 ans. Elle est numéro 3 ou 4 russe de son année d'âge. Elle joue pas beaucoup. Personne ne la connaît, moi non plus. Et à l'époque, tu as, 2, 3 filles devant qui sont plus fortes et qui font les championnats d'Europe et qui sont présentes dans les tableaux des tennis Europe, au Stade français, etc. Et elle n'y est pas. Et encore une fois, j'ai une copine en Russie, donc une scout, le qui réseau. me, qui me contacte et qui me dit, écoute, cette petite, je pense que pour Technifier, ben, elle est intéressante, tu devrais regarder ce qu'elle fait. Et je me rappelle, on ne pouvait pas l'avoir jouée parce qu'elle était au fin fond de la Russie, elle ne voyageait pas. Et néanmoins, on va sur le site de Tennis Europe et on voit qu'effectivement, elle a très peu joué. Elle avait un classement, mais parce qu'en moyen, parce qu'elle avait fait que 3 ou 4 tournois. Sauf que les 3 ou 4 tournois, elle les avait gagnés pour. Parce que tu vois, avec 3 ou 4 tournois au Tennis Europe, elle était 60 européenne, tu vois. Et je me dis, ouais, elle joue pas beaucoup, mais quand elle joue bien, tu vois. Hmm. Et, euh, et donc, effectivement, bah, à l'époque, bien sûr, elle ne parlait pas très bien anglais. Et donc, on a fait la relation comme ça, en lui donnant quelques de l'équipement. Ouais. Et puis, de fil en aiguille, bah, elle a progressé. Et puis, elle a commencé à bien jouer. Et puis, Elle jouait avec quoi avant Technifibre? Maintenant, elle est Artengo d'ailleurs, hein. ouais, elle est passée chez Artengo. Ouais. Je crois qu'elle devait être en Wilson. Ok. Je sais plus. Je sais plus. Et En donc, tout ouais, la cas, suite. et ensuite, bah, tu vois, elle monte dans le junior, elle gagne Roland-Garros junior, elle passe chez les pros, elle enchaîne les futurs et les ITF comme des perles. Et puis, elle se retrouve 10e joueuse mondiale, elle fait Cara Roland, Cara Wim. Tu vois, donc voilà. Et là, maintenant, bah, c'est devenu une femme. Elle a quel âge? 80, elle a 20, 25 ans, je sais plus quel âge elle a maintenant. Je crois qu'elle est en 97. Ouais, donc Ouais, elle fait une belle carrière, hein. Pas ouais, très mal. voilà. Et donc, pour la signer, Et, vous lui aviez juste envoyé un peu de matos Au tout pour. départ, bah oui, comme tous les enfants, toi, c'était un petit contrat. Et en fait, bah, c'est devenu des amis, parce que son grand frère, qui est quand même la personne qui est toujours au quotidien derrière elle, bon, bah, c'est devenu des amis. Chaque fois qu'on se recroise, on se dit coucou. Et maintenant, c'est devenu une femme épanouie et c'est une championne et que je me dis, ben voilà, on a vécu une belle aventure. Après, Elle fait des vlogs avec sa copine sur le avec sa circuit. compagne, ouais, Elle avec fait sa des vidéos compagne, ouais, YouTube qui qui est, qui est marchent super patineuse, bien. hein. C'est une D'accord. patineuse qui était vice-championne d'Europe de patinage en couple, je crois. Et puis avec l'histoire de la guerre en Russie, j'ai l'impression que tous les patineurs russes et belorusses ne peuvent plus participer aux compétitions Ah ouais. internationales. Donc elle est au chômage technique, sa copine. Ouais. Et avec Edge, t'attends encore la belle histoire ou t'en as une à partager? Mais pour l'instant, on l'attend. Pour l'instant, ils sont petits, donc Vous plantez les graines. je te dirai ça dans 10 ans. Mais, Ok. euh, mais oui, il y en a quelques-unes qu'on voit arriver et je me dis si on n'est pas trop mauvais et si la jeune, en l'occurrence c'est une jeune fille, elle joue bien, ça peut être sympa, quoi. Ouais. Alors, Mais par contre, je sais pas si on peut le dire, mais bon, tu me diras si on peut le garder ou pas, mais c'était à Porto Rose, il y a 2 ans. On va en Slovénie et tu me demandes de faire sparring avec une joueuse. Tu te souviens qui c'était ou pas? ouais, c'était Corneva. Ouais, on peut en parler ou pas? Non, bah, tu vois, tu parlais comment ça marche, toi, c'est une jeune fille que tout le monde était intéressé de signer. Ouais. Nous, on l'a rencontrée, on lui a présenté nos services, on a essayé de lui expliquer l'intérêt de travailler avec nous. Bon, bah, pour des raisons qui lui appartiennent, elle n'a pas voulu. Ça Elle s'est pas est... fait, point barre, mais le fin mot du truc, c'est que elle a gagné un nombre incalculable de matchs l'année d'après. Elle avait 14 ans à l'époque. À Ouais, 15 ans, elle gagnait à top 100 déjà. Je crois qu'elle s'est ouais. blessée là un peu parce elle a un peu disparu des Ouais, radars. mais là, elle revient, là. J'ai vu qu'elle revenait. Ouais, Ouais, ouais. ouais, bah, ça prouve qu'on ne s'était pas trompé dans le profil de la joueuse, quoi.
Allez là. Et alors, un énorme fail, tiens. Tu peux nous en J'étais un envoyer énorme un ou pas? fake. Ah, on s'était bien emballé à l'époque. Non, alors après, les fails, moi, c'est ce que je dis toujours. Toi, j'en parlais l'autre jour à qui on parlait, avec Fabrice Barraud. Je dis après, ce qui est intéressant dans ce boulot, c'est que même si le joueur ne fait pas ce que toi t'espérais qu'il fasse en termes de carrière de joueur professionnel, Ouais, ça reste quand même des gens qui restent dans l'écosystème du tennis, qui ont. Bah tiens, j'en ai un. Alors, c'est pas un fail du tout, mais je vais donner un exemple. Euh, et qui est plus lié avec Edge maintenant. Et à un moment donné, ces gens-là, ils prennent une autre direction et tu les retrouves à un moment donné. Kevin Confédérac. Kevin Confédérac, qui est l'entraîneur de Cerundolo, enfin qui était, ce qu'il a arrêté, je crois. Kevin Confédérac, on le signe, il a 14 ans. Il est dans les ouais. meilleurs U14 au monde. Il est argentin et on le signe. Il jouait à 14 ans, il jouait là. Il était venu à la maison à Wimbledon, hein. C'est ça, il était Ouais, passé. Ouais, 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 c'est lui. ouais. Et Kevin, on le signe à 14 ans et il part sur le circuit junior. Et, il fait une très bonne carrière junior. Et comme il était très fort, justement, il avait des deals, il commençait à avoir des bons deals de sponsoring, etc. Nous, Technifibre un peu, puis je crois qu'il avait une marque de textile, enfin bref, il avait pas mal de sponsors. Et alors, je ne me rappelle plus pourquoi, pour de raisons que j'ignore, quand il passe pro, à partir des, enfin, quand il passe adulte, senior, on va dire, bah, ça ne le fait pas, tu vois, il rentre dans les futurs, ça merdouille, Il galère. ouais, il galère. Et comme il avait eu des contrats financiers, il ne pouvait pas trop partir en fac aux États-Unis, tu sais, en collège. Ah, Et donc, il est quand même parti malgré tout aux États-Unis, mais dans une autre division. Il n'est pas parti en NCAA, il est plus jeune dans une division 2, deuxième ouais. division, dans une autre on va dire, fédération, pour pouvoir faire son truc. Donc, il est parti là-bas, il a fait ses études en Amérique, il a arrêté de jouer à haut niveau, et puis il est rentré chez lui en Argentine une fois qu'il a son diplôme. Donc, il sort des radars, je ne le vois plus pendant 5 ans, le mec. Et puis, Cerundolo arrive sur le circuit. Et qui jouait à côté de Cerundolo sur le court avec la raquette? Bon, Kevin. Mon Kevin. Et on se retrouve, ah, salut, machin. Et donc, du coup, ben, il change de rôle, en fait. Et on discute, etc. Et il se trouve que Fabrice le connaît vachement bien. Et il se trouve que le mec, il a envie de faire des choses avec nous en Argentine. Et il se trouve qu'il a ouvert un centre Edge à Buenos Aires où il nous a fait signer le numéro 1 U14, le numéro 1 U15 et le numéro 1 U14 Argentine. Incroyable. Et donc, du coup, Kevin, c'est un peu notre consultant sur l'Argentine et l'Amérique du Sud en tant qu'entraîneur. Ah, c'est beau, Le ouais. mec, j'ai essayé. Toi, donc, il n'y a pas de fail parce que, oui, effectivement, bah, il a pas délivré, c'est pas devenu roi de Monaco, tu vois. Mais au final, ben, les chemins se recroisent et on travaille autrement. Donc, c'est Ouais. pour ça que j'aime pas trop dire qu'il y a des fails parce que, au final, toi, tu prends un autre exemple, Seb Lavie, ça va parler aux gens français. Sébastien Lavie, ouais, qui Eh ben, s'entraînait, bah, j'étais avec lui à Mouratoglou. voilà, Seb Lavie, rappelle-toi, Néo-zélandais. il fait finale aux petits As, s'entraîne chez Patrick, Moratoglou, potentiel de dingue, il gagne le TCBB, je me rappelle. Je crois que j'ai jamais vu un joueur en U12 jouer aussi bien dans ma vie, quoi. Tu vois, c'était vraiment du très très lourd. Il gagnait le NAC Junior Tour. À l'époque, j'étais dingue parce que celui qui gagnait le NAC Junior Tour avait un contrat à la clé. Ouais, Ah, ça me rendait ouf. voilà. Et ben, Sébastien, finit, je crois, 15e junior au monde. Belle gueule, sympa, néo-zélandais. Sponsor Technifim, du coup. Et oui, ben donc je le signe en Technifib. Tu Ah vois, ouais. pareil, je le signe en Tu le Technifib. rencontres où? Bah, je le rencontre parce qu'il s'entraînait à Tiverval et que nous, Technifibre, on était dans le 78 et que À c'était notre Feucherolles, ouais. cantine, à Feucherolles, Ouais. tu vois. Hmm. Donc on le voyait là-bas et puis on le connaissait. Donc, et du coup, ben, il passe, pareil, chez les pros, compliqué, tu vois, il monte 700 ATP, ça le fait pas. Et là, aujourd'hui, il a monté une structure de dingos en Nouvelle-Zélande, à Auckland, qui est d'ailleurs, je pense, le plus gros centre d'entraînement de tennis de Nouvelle-Zélande, Ah oui, où il clairement. s'éclate. Qui est sublime Euh, en plus, hein. ouais, mais ça fait 3 ans qu'il me demande de venir, qu'il m'invite. Je dis, écoute, t'es mignon, mais putain, c'est à l'autre bout du monde. Mais toi, Seb, bon, c'est un pote forcément. Donc, effectivement, il n'a pas pu faire son projet de tennis et pour ce que nous, enfin, ce qu'on espérait. Mais à côté de ça, tu vois, il a refait sa vie il est resté dans l'écosystème. Il a un autre rôle qui peut être aussi différent, mais tout aussi important pour nous, tu vois. Donc, ça veut dire que je sais que le jour où il y a un petit Néo-Zélandais qui joue l'acier, je suis le premier informé, quoi. Hmm. Le réseau. Toujours Le le réseau. réseau. Voilà. Superbe.
Est-ce qu'il y a un truc sur le recrutement des jeunes dont on n'a pas parlé Non. est-ce qu'il y a, j'en sais rien, c'est quoi ta prog? On va parler de prog comme les pros, tiens. C'est quoi la Ouais, tienne? bah écoute, la prog, justement, on en parlait ce matin. Je vais peut-être aller faire un tour aux ETF Finals en Chine. J'aimerais voir, je vais voir. Ouais, je vais peut-être aller faire un tour. Quelle machine, c'est quand? C'est au mois d'octobre. Je suis pas sûr, Ok. hein, je te dis ça, mais c'est pas sûr du tout. Après, il va y avoir tout ce qui est Edir Orange Bowl, la tournée en Floride. Tu vas Toujours y retourner? intéressant. Pardon? Tu vas y retourner? Sur les U18, U16, ouais, je vais la faire. Toujours intéressant d'aller voir l'Orange Bowl où tu t'aperçois que c'est le, c'est le Money Time où les mecs viennent chercher les derniers puntos pour essayer de rentrer top 10 ETF junior pour pouvoir, tu sais, avoir les wildcards et les accès dans les tournois l'année suivante. Mais l'année Donc, dernière, tu m'avais pas dit que ils étaient déjà tous bookés, ouais, chez machin. les filles, ouais. Chez les filles, généralement, c'est déjà fait. Chez les mecs aussi, mais bon, c'est toujours intéressant. Et puis, ce que je dis souvent, ce que j'aime bien aussi, c'est d'aller voir les matchs. Toi, c'est exactement ce que j'ai fait quand je suis allé voir jouer aussi Fonseca contre Spizzeri à l'US Open. C'est aussi de te faire l'œil, continuer à voir les joueurs pour pouvoir être capable de voir jouer les meilleurs, même s'ils sont signés, pour pouvoir ensuite, à un moment donné, quand on voit un autre, pour dire est-ce qu'il est au niveau ou pas. Parce que si tu perds le rythme, tu vas voir jouer un mec qui va jouer -2, tu vas dire ouais, ça joue l'acier, mais en fait, -2, non, c'est pas au niveau, quoi, tu vois. Donc voilà. Il est 15-3, il manque 15-2. Bon, Tu sais, j'en ai eu des demandes comme ça des fois. Donc voilà, donc il y aura certainement cette tournée américaine. Et chez les petits, après, ça certainement Tarbes, Auray. Il y aura certainement Igor qui travaille avec nous, qui ira sur la Winter Cup. Donc on verra sur quel groupe, sur quelle zone. c'est où ça? Je ne vais pas regarder encore, mais généralement, tu sais, les Winter Cup, c'est des championnats par équipe en Europe, U12, U14. Ok. Donc, tu as des phases qualificatives où tu as des poules de 5, 4 équipes dans des zones différentes. Et puis après, tu as une phase finale dans un autre pays. Donc, il faut que je regarde où. Enfin, je ne sais pas si c'est sorti sur Tennis Europe, pas encore, je crois. Donc, on ira faire un tour. Et puis après, bah, il va y avoir. On va essayer aussi pas mal de bouger sur des compètes nationales, quoi, dans Ça des marche. pays occidentaux. Voilà. Bon, je vais enchaîner avec Monsieur Dumas, Yannick de Ouais. son prénom. Est-ce qu'il y a une question ou deux que je dois lui glisser, tu penses? Et Yannick, est-ce qu'il a mangé des pâtes à Milan? Intéressant. Quoi d'autre? Non, non, écoute, tu peux lui poser les mêmes questions. Lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il est entraîneur Ouais. d'Aziz. Donc, il partage son temps entre Aziz et ce travail un peu qu'on met en place tous les deux. Lui, il est coach. Donc, si tu veux, moi, ce qui est intéressant, c'est que c'est assez complémentaire parce que moi, j'ai une vision de recrutement au sens, tu vois, un peu moins technico-tactique. Tu vois, j'essaye de voir. Et lui, il a vraiment son œil de coach. Et donc, en fait, les deux sont assez complémentaires et ça permet de. Et très souvent, d'ailleurs, on tombe d'accord sur les mêmes joueurs, quoi. Ce qui est bon signe. Top. Ouais, j'espère. Merci Guillaume. C'était De très cool. rien. Passe une À bonne journée. à la prochaine. Ouais, ciao, ciao. On se voit en Floride. Allez. Allez, bisous. Ouais. Eh bien, on enchaîne cet échange sur le scouting, le recrutement des jeunes avec Yannick Dumas, puisque Yannick, tu fais aussi partie de Edge. Comment ça va déjà là? T'es où? Dans quel coin du monde? Tu fais quoi? Bah, salut Max, écoute, ouais, je suis au Canada, là, je suis à Calgary pour le Challenger. J'étais en Chine, là, il y a quelques semaines pour la tournée jusqu'à Shanghai. Et après, on a pris l'avion pour l'autre côté du monde, pour le Canada pour 2 semaines. Et Asie joue ce soir, premier tour. Toi, tu as deux casquettes chez Edge, donc tu es coach d'Aziz Dougaz, là, qui a son meilleur classement, qui est 208e mondial, tu me disais. Exactement, ouais. Et tu fais également du recrutement chez les jeunes pour trouver de nouvelles pépites pour l'agence. Et depuis quand vous bossez ensemble avec Aziz? Comment s'est fait le rapprochement? Alors Aziz, écoute, ça fait maintenant, avec Edge, ça fait 1 an, ça doit faire 1 an et demi qu'on travaille ensemble. Ouais, Et Aziz, moi, ça fait bien plus longtemps que je le connais, parce que je le connaissais dans les juniors, où il était venu en France et il avait déjà été entraîné dans la structure où j'étais à l'époque. ouais. Donc, on avait toujours gardé contact. Et il y a 1 an et demi, grâce à Edge, on a pu travailler ensemble. Donc là, maintenant, ça fait un bon petit moment. Ouais. On a fait une bonne petite période. Et comme tu le dis, ouais, là, il a son meilleur classement. Et puis, on va essayer d'aller attraper un peu plus pour cette fin d'année, là. Le Et pour le d'Australie, c'est parce qu'au moment où on enregistre, c'est octobre 2024. Le cut pour les qualifs, tu me disais, c'est 235 à peu près. voilà, normalement, les cuts sont un peu 235, 236. Avec ce qui s'est passé cette année à l'US Open, qui a fermé à 232.
le niveau des cuts est de plus en plus élevé. Donc maintenant, on va dire que la cible, il faut être sous les 230, quoi, pour être sûr. Bon, allez, cette fin d'année, on envoie Donc grave. c'est l'objectif, qu'on espère tous se voir à l'Australie encore cette année. Et pour qu'on comprenne un peu ta vie, là, ça fait 7 semaines que tu es parti de la maison, sachant que tu es en couple, tu habites à Milan, toi, donc c'est quand même dur quand tu es entraîneur et quand tu pas sur le circuit à faire 7 semaines de tournoi, tu t'envoies des semaines de détection à droite à gauche. C'est un peu ça? C'est ça. Comme tu disais, bah, j'ai deux missions. Il y a la mission principale qui est avec Aziz et le coaching pour Edge. Et il y a la deuxième mission avec Edge où justement sur le scouting, où de temps en temps à leur centre, au centre à Neuchâtel, en tout cas pour entraîner des jeunes. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de voyages parce que dès que je rentre, je repars. Je dirais que je voyage 40 semaines par année à peu près. Vache. Donc je passe 10, 12 semaines à la maison ouais, à peu près. Ouais. Ça Et comment tu représente arrives ça. à Ouais. garder de la fraîcheur si toutefois tu y arrives? Parce que tu dois être un peu, là, tu dois être un peu au bout du rouleau, là. Là, on commence à rôtir. C'est la fin de l'année, ça commence à rôtir. Écoute, non, bon, j'ai un jeune sympa quand même à entraîner avec Aziz, on se marre bien. Donc déjà, ça amène pas mal de fraîcheur. Le fait de faire d'autres missions aussi de temps en temps avec Edge, bah, ramène de la fraîcheur, d'autres relations, d'autres communications, d'autres choses à faire, des plus jeunes à voir jouer. Donc ça ramène aussi un peu de fraîcheur. Et puis après, bien profiter quand je suis à la maison de récupérer, de faire autre chose et de laisser le tennis un peu de côté. Ouais. Et comment vous quadrillez avec Guillaume, du coup, la détection? Comment vous répartissez les tâches? Toi, quelle est ta plus-value? Où est-ce que tu es bon? Qu'est-ce que tu préfères faire? Tu peux nous expliquer? Alors écoute, comment on a vu les choses un petit peu avec Guillaume, au départ, c'était de dire un petit peu comment on peut être présent et suivre au mieux les jeunes, les nouvelles générations qui arrivent. Donc les 12 ans et les 14 ans jusqu'à qu'ils arrivent sur le circuit ITF Junior. Donc si tu veux, on a pris un petit peu hein, tout simplement, il n'y a pas de secret de polichinelle, toutes les marques font ça, toutes les agences font ça, c'est les tournois, les plus gros rassemblements. Les plus gros rassemblements 12 ans, les plus gros rassemblements 14 ans, comme les petits As de Tarbes, comme l'Orange Bowl et d'hier, comme tu as aussi chez Nadal le championnat du monde, des 12 ans, des 14 ans, etc. Donc c'est d'être présent au moins sur ces événements-là. Ensuite, on a mis en place, si tu veux, tout un suivi de comment suivre, une fois qu'on les a vus une fois, comment les suivre régulièrement tout au long de l'année. Voilà, pour voir leur évolution et les suivre. La première chose qu'on a mis en place, on a mis en place un logiciel il y a quelques mois maintenant qui nous permet d'avoir un suivi sur tous les joueurs du monde. Voilà, 11, 12, 13, 14 ans, jusqu'au 18 d'ailleurs même. Donc si tu veux, on a créé ça, on a des alertes sur les performances des joueurs. Par exemple, je te dis n'importe quoi, un joueur qui gagne deux tennis Europe moins de 12 ans, catégorie 1 d'affilée, bah, le lundi d'après, je reçois une alerte par mail. Bah, c'est un jeune Bulgare, par exemple. Bah, je l'avais pas vu, je le connais pas. Bah, je me mets un petit suivi sur le joueur et un petit commentaire en disant il faut que je le voie rapidement dans un tournoi, etc., etc. Donc j'essaie de voir où il va aller et puis peut-être essayer de le voir dans les prochains mois. On a pareil sur des joueurs qui font un bon classement. Bah, tu vois, on a une petite jeune, qui est chez nous, qui est chez Edge, la petite Sofia Belinsky, la Ouais. petite Ukrainienne qui vient de s'envoyer 4 juniors. Première fois qu'elle joue, elle a 13 ans, elle a gagné 3 juniors J, 2 J60, un J30 et une finale. Bah, tu vois, je reçois ces alertes. Une joueuse vient de gagner une énorme performance. Alors nous, elle est chez nous, donc elle, ça va, mais si elle n'était pas chez nous, j'aurais reçu l'alerte et j'aurais pu la suivre et dire, hey, Guillaume, cette petite-là, elle a une performance un peu qui sort de l'ordinaire, il faut aller à la voir. Sophia, Donc, que j'ai filmé l'année dernière en allant en Floride chez exactement. C'est Eric Casey. Messi, non? Ouais, ouais, on peut retrouver la vidéo sur YouTube. Vous allez voir, elle envoie que des minasses, la Sophia. Bah écoute, elle a très bien joué, là, elle a 13 ans, elle vient de gagner, tu vois, je crois que là, elle est 400 à l'ITF déjà. Ouais. Donc, t'imagines que t'enlèves les filles 18 ans en décembre, elle va être 200 si elle joue plus. Bon, après, elle a un nombre limité de tournois. Ces joueuses-là, elles ont le droit à 12 ou 13 tournois par année quand t'as 13 ans. Donc, elle va en garder pour l'année prochaine pour être tranquille parce que c'est à date d'anniversaire. Je Parfois, crois vous que, retrouvez à 3-4 agents sur le bord du cours à jouer des coudes pour aller faire le premier contact. Ça marche comment sur le terrain? alors, ça arrive, bien sûr. Tu prends les petits as de Tarbes, on va prendre celui-là que tout le monde connaît. Tu as toutes les agences qui sont là et tu as toutes les marques qui sont là. Et tout le monde va aller discuter les uns après les autres un petit peu avec les familles ou les joueurs que l'on trouve
et c'est difficile de dire ça, qu'on les trouve intéressants ou qu'on aimerait travailler avec eux, je dirais plutôt ça, collaborer avec eux. Donc oui, oui, tu as des familles, elles vont discuter avec 3 agences différentes et puis après, elles feront leur choix, en tout cas, entre ce que chacune propose et ce qui leur convient le mieux. Et Et il y a forcément voilà. une question de fit humain et de fit de services qui sont proposés. Ou est-ce que sur Edge, vous pouvez faire la différence? Alors, je pense que chaque agence a des spécificités différentes. Nous, on essaye vraiment de se placer sur tout ce qui est service, c'est-à-dire service et moyens humains. Qu'est-ce qu'on peut proposer en plus dans le développement sportif? Euh, Nous, on a idée vraiment d'être spécialisé un petit peu dans le développement des juniors sur le 12-17. Comment on peut accompagner au mieux les familles sur le 12-17 ans en moyens physiques, prépa physique, tennis, statistique, médical, bien sûr sponsor, parce que c'est des années importantes qui leur permettent de créer la base pour être le mieux préparé finalement pour après à l'ascension du haut niveau. Ouais. Et tu dirais que c'est quoi le meilleur âge pour signer un petit? Je crois que les marques me disaient, tu vois, ASICS me disait, c'est la folie. Chez les juniors, déjà, les prix se sont enflammés de fou pour signer un jeune. Je dirais que c'est quoi le meilleur moment pour sécuriser un peu la pépite, pas prendre trop de risques financiers, avoir une belle perspective, peu de taux d'échec. C'est quoi le bon ratio? Alors, très bonne question. Je dirais que j'ai même pas la réponse. Comme disait peut-être Azix, oui, de plus en plus d'agences et de marques signent de plus en plus tôt, mais des fois le risque est plus important. Alors des fois avec moins de finances peut-être. Je dirais que le plus important peut-être dans ces années-là, c'est si tu as un bon lien avec les familles et tu peux vraiment faire un travail au quotidien à long terme. Voilà. Finalement, c'est plus est-ce que tu vas pouvoir faire un suivi avec la famille et travailler avec toute son équipe pour apporter des suppléments, etc., que de dire, voilà, on l'a signé à 12 ans et tu le vois plus de l'année. Hmm. Voilà. Tu vois, tu signes une pépite à 11 ans ou 12 ans et tu la vois plus de l'année et finalement, elle est dans son pays un petit peu isolée. Ça, le risque est très important. Et tu dirais qu'il vaut mieux, pardon, je t'ai pas laissé finir. Non, non, vas-y. J'allais dire, bah, la suite, on préfère avoir un jeune 11, 12 ou 13 ans. Mais par contre, comme la petite Sophia, on a un suivi toute l'année, régulier, qu'elle vienne au centre. Alors, elle est beaucoup aux États-Unis, mais elle est avec Rick Messi qui est avec Edge. Donc, on a les retours de Rick Messi, on a les suivis, on a les stats et on travaille toute l'équipe ensemble et avec sa maman tout au long de l'année. Et ça, je pense que finalement, c'est ça qui optimise plus les chances du joueur que de signer 11-12 et de plus voir le joueur. Donc je dirais que c'est ça la petite chose peut-être qu'on essaye de faire attention. Et tu dirais que vous mettez le focus je sais pas, plus de 50% sur les mecs plutôt que sur les filles, ou c'est équivalent? Parce que le complément de ma question, c'est pour avoir retour sur investissement d'une pépite féminine, on va dire, ça va être plus compliqué que chez les femmes en termes, que chez les hommes en termes de retombées financières. Je sais pas, peut-être le pari chez les femmes, c'est d'avoir une Maria Sharapova ou une Sabalenka qui va avoir de gros enjeux économiques derrière. Parce que je sais pas, est-ce que les filles dégagent autant de revenus que les hommes ou pas? Enfin, voilà, quelle est votre stratégie là-dessus? Alors aujourd'hui, on n'a pas de quota honnêtement de dire allez, il faut 20% de filles, 80% de garçons. Ouais. Euh, Quand on va scouter, on scoute aussi sur. Nous, on a mis en place. Je sais pas si les autres, honnêtement, je sais pas si les autres agences le font, mais nous, on va aussi aux championnats nationaux. Tu vois, moi, j'étais en septembre au championnat italien des moins de 12 ans. Bon, Ouais. c'était à Milan, c'était à la maison, donc c'était facile pour moi aussi, mais je suis allé en Allemagne. Cet été, j'ai fait le championnat 12 ans. Ce qui permet, en fait, de voir tous les meilleurs 11-12 ans, filles et garçons, la même semaine, au même moment, de discuter avec la fédération, les coachs, et même les coachs d'académie ou de club, là où, et les familles, et de comprendre un peu leur environnement, leur fonctionnement. Donc ça, on le fait aussi. Pour ta question, garçon-fille, honnêtement, non, j'ai pas de quota fille ou garçon. Ce qui est sûr, c'est pas un secret non plus. Chez les filles, ça va beaucoup plus vite. C'est-à-dire que bah, tu prends une Coco Gauff
ou même, tu vois, nous, la petite jeune Sophia ou d'autres, chez les filles à 14, 15 ans, elles sont déjà les meilleures, top 10, top 20 juniors. Donc, les sponsors arrivent très, très vite, en fait. Hmm. Et les financements sponsors arrivent très vite quand tu es dans les meilleurs. Et tu peux aller vite sur les tournois, tu peux avoir vite des wildcards dans des masters, etc., etc. Donc, ça va plus vite. Maintenant, par contre, chez les filles, il y a quand même beaucoup moins de moyens que chez les hommes. La WTA a quand même aujourd'hui moins de financement, à part dans les grands chelems où le prize money est identique. Dans tous les autres tournois, c'est pas le cas pour Et les filles. les sponsors mettent moins pour une fille que pour un garçon, ou c'est à peu près similaire? Et pour les filles, c'est une bonne question. Dans l'ensemble, moins. Elles ont quand même moins d'exposition médiatique. À part, tu as toujours une perle rare, tu as cité Sharapova, Serena, Coco Gauff, etc. Où voilà, les marques sont attirées par ces joueuses-là. Alors que chez les garçons, déjà le panel est plus important. Plus de joueurs attirent les marques, plus de moyens, plus de revenus télévision aussi. Malheureusement, ou je sais pas si c'est malheureusement heureusement, mais pour l'instant, financièrement, ouais, les hommes, il y a plus de sponsors. Donc voilà. Mais nous, on n'a pas de quota garçons ou filles. C'est plus au projet et qui nous attire, on va dire. Et qu'est-ce que tu préfères faire, toi? Où est-ce que tu te sens le meilleur, le plus confiant, un mix de tout ça? Sur le scouting, tu veux dire? Ouais, sur le recrutement chez les jeunes. Moi, j'aime bien. Je te dirais que là où je prends le plus de plaisir, c'est découvrir les projets Ouais. avec les coachs, les 12 ans et les familles. Voilà. Et, C'est ces familles qui se lancent dans un projet complètement fou, le tennis de haut niveau, qui commencent. Certains coachs, des fois, commencent parce qu'ils sont jeunes. D'autres ont déjà coaché sur le tour, donc ils connaissent. Et c'est de discuter avec eux et de dire, voilà, comment on peut vous aider, qu'est-ce que vous avez besoin, d'où vient ce projet. Des fois, tu as des projets complètement fous, des familles. Ouais, ça part d'idées, tu sais, c'est le père qui jouait. C'est un peu l'histoire de Serena, la maman qui regardait le tennis et qui se dit, ouais, je veux que ma fille fasse ça. Des fois, c'est le gamin qui a toujours voulu faire ça. Les parents disent, bah, nous, on n'aimait pas le tennis, mais il a vu ça à la télé, il veut être champion et on est juste là pour l'aider. T'as des idées fous, folles. Donc, c'est ça que je trouve hyper intéressant. Et après, c'est les aider, je dirais, notre plus-value, c'est les aider à structurer ça derrière. Voilà. avec notamment tous les services que Edge. Voilà, tous les services qu'on peut proposer ou et puis aussi, on va pas se le cacher, comment on peut amener des finances, comment on peut setuper des finances pour pouvoir que le coach et la famille puissent s'entraîner chez eux, comment elles puissent voyager, mais dans le temps, parce Ouais. que c'est pas voyager une année, c'est voyager sur plusieurs années. Donc c'est de construire un projet sur 4 ans. C'est là où je trouve c'est le plus intéressant. Et est-ce que tu sens que régulièrement le tennis est une porte de sortie ou d'ouverture vers, j'en sais rien, la richesse, tu vois, l'ascension sociale? Est-ce que tu le sens beaucoup ou globalement, ça reste des personnes qui courent pas forcément après ça et c'est tout bonus si ça se produit, mais c'est pas grave si c'est pas le cas. Alors je dirais qu'aujourd'hui quand même, alors pour les pays européens et africains d'ailleurs, et on va mettre les États-Unis et le Canada dedans. Le tennis est un moyen de s'offrir à 18 ans la plus grande opportunité d'université américaine ou de circuit professionnel. C'est-à-dire qu'investir de 12 à 17 ans, on va dire, dans un projet de haut niveau de tennis, fille ou garçon, t'offre l'opportunité du choix à 17 ans. Est-ce que je vais à l'université américaine avec une top bourse, parce que si tu as fait le haut niveau junior, bah, des top 10 ou top 30, tu as des offres d'université américaine incroyables. Et tu as une nouvelle règle maintenant, si tu le sais, où tu peux recevoir de l'argent des universités, qui n'était pas le cas avant, pour voyager sur le tour. Et le deuxième côté, tu as l'opportunité de dire, je suis prêt, je pars sur le circuit professionnel directement. Donc ça, c'est la première chose, je dirais comme projet. Après, ascension sociale, je sais pas, parce que le tennis est un sport quand même riche au départ. Il faut déjà des moyens de départ. Je dirais plutôt que c'est un sport difficile, qui, comme beaucoup d'autres sports certainement, mais qui t'apporte pour la vie beaucoup de belles leçons ou beaucoup de belles valeurs. Ça, oui. Voilà. Et vous, si dans le projet,
Est-ce que vous signez des jeunes qui peuvent faire un crochet par les US, par exemple, ou vous dites non, nous c'est focus circuit, on veut des stars, on veut l'élite, point barre. C'est quoi votre point de vue là-dessus? Alors, je dirais qu'on respecte aujourd'hui finalement le circuit de haut niveau. Alors, chez les filles quand même, honnêtement. Bien sûr, si quand on les signe à 12-13 ans, le but c'est qu'elles aillent très vite et que ça soit une super championne, ou en tout cas qu'elle soit une championne de son projet, top 60, top 50, top 20, top 10. Allez, on espère être ambitieux, bien sûr. Chez les garçons, la porte de l'université américaine, elle est très ouverte parce que le circuit est de plus en plus dur, les joueurs jouent de mieux en mieux. Donc, si on signe demain un joueur, je dis n'importe quoi, de 14 ans, qui va à la fac à 17 ans, bah, bien sûr qu'on va continuer à le suivre à 18, 19, 20, 21, parce que finalement, quand il va sortir de la fac à 21 ans ou 22 ans, il est tout jeune. On a un exemple que je connais beaucoup, qui est canadien et que j'apprécie beaucoup, c'est Gabriel Diallo. Il n'est Ok. pas du tout chez nous, hein. Attention, il n'est pas du tout chez nous, mais c'est un bel exemple Ouais. qui n'était pas prêt à 17 ans de partir sur le tour, qui a joué la fac au Kentucky. Et à 22 ans, il s'est lancé sur le circuit. Et aujourd'hui, c'est un 2002, il a 24 ans, quel âge il a? 2002, 24 ans. Et il est top 110, tu vois. Et c'est un joueur qu'on aimerait, c'est des joueurs de ce type-là qu'on aimerait aussi avoir chez nous, qui ont des belles valeurs, qui arrivent de la fac et qui sont très forts. Donc, on est assez ouvert aujourd'hui sur avoir tout ce suivi junior, fac et après circuit. 2000 Aziz a fait le circuit, l'université. 2002, 22 ans, non? 2002, 22 ans. Ouais. Putain, je te dis, je suis fatigué là avec les jet lag. Je sais même plus où on est. Tu vois, tu m'as posé la question tout à l'heure, j'ai dû réfléchir dans quel pays j'étais. Ok, deux, trois belles rencontres cette année sur des signatures chez les jeunes. Est-ce que vous voulez garder secret? Est-ce que ça se partage? La stratégie pour l'année prochaine? Tu peux nous faire une pierre de coups là-dessus? Alors non, les signatures, je dis, elles sont pas ni confidentielles. C'est juste qu'elles sont pas mises en avant sur un réseau ou etc. On dit pas, ouais, on a signé un tel. Non, ça non. Je dirais des belles rencontres, oui, ou à venir. Bon, il n'y a pas de secret non plus. L'Italie, là, j'ai vu des joueurs qui jouent bien, qu'on va suivre et qu'on espère peut-être rejoindre l'aventure avec eux. Voilà, il y a des petits jeunes qui jouent pas mal. Honnêtement, on essaye vraiment de trouver plus de, pas plus de projets, moins de projets, mais avec qui on va travailler plus étroitement. Voilà, c'est un peu la stratégie de l'année prochaine. C'est moins de projets, comme on disait au début, mais plus de projets où on va travailler étroitement avec eux. C'est ça un petit peu la nouvelle stratégie. C'est passé quoi en Italie, toi qui habites? C'est pas il doit y avoir une Mania, mais tout ça, ça vit. Sinner est partout. Ouais. Tu vas à la banque, tu le vois. Tu vas au téléphone, tu le vois. Il est partout. Et ça doit faire 10, 15 ans qu'il y a eu un changement profond là-bas pour accoucher de 4, 5 champions comme ça. Il s'est passé quoi, tu sais? Alors, je vais faire que des suppositions de ce que je vois. Moi, ça fait 3 ans et demi que je vis en Italie. Donc, c'est vraiment une supposition. La plus grande que tout le monde connaît, c'est qu'ils ont mis, tu peux de 12 ans jusqu'à 35 ans, tu peux jouer en Italie. Ils ont énormément de tennis Europe, énormément de juniors, énormément de futurs, énormément de challengers. Ok. Donc, tu peux rester dans ton pays toute l'année, sur X années, et ça te coûte beaucoup moins cher. Donc, imagine une fédération française, qui finance ses joueurs à aller aux États-Unis, à aller en Europe, etc., etc. Bah, ça a un coût. Mm. L'Italie, elle s'est dit, bah, nous, on a certainement moins d'argent comme on n'a pas Roland-Garros. Créons des tournois chez nous. Mm. Et comme ça, nos jeunes et nos coachs restent chez nous. Il faut savoir que ça a été fait étroitement avec les fédérations, les académies privées, les clubs privés. Il y a une volonté commune de ces trois entités. Voilà. Donc la France commence à le faire depuis un moment. Il y a quand même de plus en plus de challengers, il y a de plus en plus de futurs, d'ITF, etc. Donc elle est dans cette démarche-là. Ok. Donc ça, c'est une bonne chose. La deuxième chose, je ne sais pas si ça fonctionne, mais tu as une chaîne télé de tennis. Un peu comme si nous, on avait M6 du tennis, quoi. Comment ça s'appelle? Voilà.
Je pourrais plus te dire, je la regarde pas souvent, mais je sais qu'elle existe et elle tourne dans les clubs toute l'année, tout le temps. Ouais, Donc, tu as une chaîne télévision, les jeunes peuvent regarder les matchs, tu peux regarder des challengers, tu peux regarder des reportages. Tu sais, tu as des reportages de clubs, tu as des reportages d'académie. Donc, en fait, tu as toujours des histoires. hmm. Donc, ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, je dirais qu'il n'y a pas de petits clubs. Alors, non, c'est vrai qu'il n'y a pas de petits clubs comme en France. T'as pas un club de village avec deux terrains et un cabanon. Ok. C'est-à-dire que alors, dans les villes, c'est toujours des gros clubs où tu as paddle, tennis, piscine, salle de muscu, restaurant. Ah ouais, solide. Donc, les familles restent aussi toute la journée au club. Ok. Tu vois, moi, je suis allé jouer, quand je suis rentré de 2 jours là, entre la Chine et l'Italie, j'avais 2 jours, je suis allé au paddle le dimanche. Impossible de trouver un paddle de disponible. On va dans un club que j'étais jamais allé à Milan, un petit club, hein. Il y avait 8 terres battues, il y avait 4 paddles, salle de muscu, restaurant. Je ne connaissais pas le club, c'était un petit club, etc., etc. Et c'était plein, et il y avait des gamins qui étaient au mur, il y avait les parents qui jouaient, etc. Donc, l'Italie a gardé ce truc de gros club où tu passes la journée. T'as les vieux qui jouent à la belote. Tu vois, quand j'ai fait le scouting, donc c'était dans un gros club quand même. C'est là où il y a le Junior Grada pour ceux qui connaissent. À l'époque, c'était Grada, maintenant je sais plus comment on dit. Donc c'était un gros tournoi junior. Et tu avais le restaurant, tu as les terrains durs, terre battue. Tu passes la journée, quoi. Et tu as vu une différence de niveau sur les nationaux italiens et allemands, par exemple? Bonne remarque, ouais. Il y avait une grande différence, ouais. Ah oui? Il y avait une grande différence. La différence, je vais te la donner, elle était simple, je l'ai notée dans mon rapport pour Edge. C'est que en Italie, tous les coachs des joueurs étaient présents. Ou c'était des académies ou des clubs, ils étaient avec leurs joueurs. En Allemagne, il y avait pratiquement que des parents. Je m'excuse, je suis dans l'hôtel. Il y avait que des familles et quelques coachs. Voilà. Donc Ce qui n'était pas le cas en Italie, où il y avait parents plus coach ah ouais. tout le temps. Moins staffé, moins structuré en Allemagne, quoi. Exactement. Et on parle de 12 ans, hein, de joueurs 12 ans. C'est des- Voilà. c'est un précieux gain de temps à ce moment-là, tu penses, sur l'ascension? Je dirais que oui, toutes les bases, on va dire que les normes et les exigences de haut niveau, c'est à cette période-là que tu mets. Mais les normes physiques, techniques, biomécaniques, mentales, moi, ce que j'appelle le performeur, ben voilà, je te donne un exemple. En Italie, tu avais les jeunes qui faisaient leur petite routine d'échauffement sur leur tapis avec le coach. Ils ont Ouais. 12 ans, hein. Alors, c'est pas comme les pros, mais c'est de s'habituer à ces process-là. Après, ils faisaient les jeux d'éveil dynamique, etc. Après, ils allaient frapper 30 minutes et ils avaient leur match 1 heure. Bah, tu vois, ça prenait 45 minutes leur échauffement et ils avaient le match 30 minutes après. Et je voyais les coachs avec le joueur qui notaient, ils discutaient avec avec leurs joueurs. Je vais pas dire leurs petits joueurs, mais ils sont tout petits, ils sont drôles et ils notaient, bah voilà, peut-être les objectifs du match, tu vois. Et ça te fait Et quoi c'était, quand tu es sur le circuit toute l'année avec, on va dire, les grands, la pression, tout ça, et que tu vois tous ces jeunes où, oui, il y a de la pression, mais tout ça, comme tu dis, c'est des petits joueurs, c'est mignon et tout. Tu te dis pas, tiens, ce serait marrant de faire un pas de côté là-dessus, ou t'es bien à ta place sur le circuit, comment tu perçois le truc? écoute, c'est c'est enrichissant. Je trouve que c'est la plus belle partie, le 12-18, Ouais. parce que justement, le coach a énormément de responsabilités et d'impact sur la technique, le physique, etc., comme on disait, sur la mentalité, etc. Écoute, moi, je l'ai fait toute ma carrière, en fait, elle est passée par là. Le 12-18, le développement, et j'ai adoré. Et c'est là où je pense que j'ai été le meilleur. Voilà. Le circuit, moi, ça fait finalement le haut niveau. Je l'ai pas connu joueur. Je le connais plus parce que j'ai fait toutes les étapes et après les 18, il y a les 20, il y a les 22, etc. Et les chals ou les masters. Donc, je dirais que j'apprécie aussi. C'est vraiment deux métiers différents. Vraiment. C'est deux choses différentes. Donc, est-ce que je reviendrai aux jeunes? Peut-être. Certainement. Parce qu'il y a un peu moins de voyage aussi. Peut-être le jour où j'ai un peu moins envie de voyager, je reviendrai peut-être avec les jeunes pour transmettre aussi aux coachs et aux joueurs de cette génération-là. Ouais. Toi, t'as été combien au mieux? Je vais pas le dire, c'est ridicule, c'est honteux.
Non, alors, je vais le dire, pour peut-être tous les coachs qui ont envie d'être sur le tour et qui se disent, ouais, genre, j'ai été 15. Ah ouais, incroyable. Ouais. Et Donc, t'as comme quoi, un DE classique ou t'as d'autres trucs à côté? alors, à l'époque, j'ai passé une partie du BE, le tronc commun, en fait, à l'époque que j'ai eu. Et c'est l'année où je passais le spécifique, ça changeait et il le passait en DE. Donc, j'ai dû repartir sur le DE pour finir, en fait. Voilà. Après, j'ai eu le DES en VAE, donc c'est le BE2 de l'époque, et je l'ai pas terminé. En fait, j'ai eu la VAE, j'ai eu trois quarts des 4 UC, parce que j'avais décidé de faire que ce qui était performance sportif. Donc, je peux pas dire que j'ai le DES, c'est faux, mais j'ai fait une partie en VAE. Et après, j'avais fait des DU en préparation physique et préparation mentale. Et qu'est-ce qui fait la différence, tu penses, entre un coach, on va dire, comme toi, ou aujourd'hui, 200e mondial, c'est le meilleur classement que tu as accompagné? Alexis Galarneau, il a été mis ou pas? Alors, Alexis, avec moi, il a été 200. Je crois que 200 piles ou 199, tu vois. Pas loin, on va le Voilà. chercher, on va le chercher. Voilà, quelque chose comme ça. Après, Alexis a fait une montée au classement avec un autre coach derrière qui était très bon, un gars que je connais qui était très bien. Ils ont dû faire 150, peut-être 160, parce Ok. qu'ils gagnent un challenger. Nous, l'année, on avait dû faire finale. Et Aziz, écoute, ouais, c'est son meilleur classement. On a commencé, il était 300, 300 et quelques. Là, il est 200, tu vois, un an et demi après. Donc, voilà. Et tu penses que c'est quoi la Euh, différence entre un entraîneur qui aujourd'hui, comme toi, est avec des gars, on va dire comme ça, un peu circuit de châle, quoi, aux portes du next step, de la prochaine étape, et les entraîneurs qui n'ont, entre guillemets, que des rockstars dans les 100, dans les 80, 70, 50, 30, etc. Est-ce qu'il y a une grosse différence de coaching je sais pas, c'est vraiment ouvert comme question, je sais pas. alors ouais, alors elle peut être répondue de plusieurs façons. La première, tu vois, je discute avec des coachs qui sont dans le top 30. La première chose qu'ils ont à gérer par rapport à nous, c'est l'équipe. C'est-à-dire que eux, ils doivent composer avec une équipe complète. Tu vois, le coach, il prend le chef d'orchestre d'une Ouais. équipe, d'une grande équipe. Préparateur mental, préparateur physique, physio, l'agent, etc. Donc, ils doivent gérer ça. Nous, on est tout seul. Bon, la chance que j'ai, c'est qu'avec Edge, j'ai quand même une équipe à côté pour les statistiques. Si j'ai besoin de quelque chose, j'ai vraiment une équipe complète. Mais tu vois, je te prends une journée avec Aziz. Bah, là aujourd'hui, regarde, en ce moment, il est blessé depuis un moment, tout le monde le sait, mais je fais les tapes. Toute la journée, je fais des tapes. Je suis pas physio, mais je me retrouve à faire les tapes, je me retrouve à faire quelques manips que je connais de physio. Bandage. Euh, Ouais, ah oui, les bandages, voilà. Nous, c'est au coude, hein, c'est pas un truc. On le voit sur toutes les vidéos, il a une grande bande. Bah, c'est moi qui le fais. Je fais les étirements, je fais le physique, je fais les meetings d'avant, les prépas de match. Alors, comme je disais, avec elle, bah, j'ai les statistiques, j'ai des avantages, donc ça me fait gagner beaucoup de temps. Mais la journée, voilà, je fais tous les rôles. Je fais, des fois, il a des problématiques de vol, d'avion, de trucs, bah voilà, je les gère, etc. avec lui. Voilà. Donc nous, on est tout seul. Donc les coachs qui sont dans notre partie, ils ont multi-casquettes, je Ouais. pense. Il y a une grosse différence En- de... Ah, pardon, vas-y, deuxième partie. Non, non, j'allais dire pour continuer de répondre à la question, on a aussi des joueurs. Alors moi, j'ai eu des joueurs de ce type-là qui ont un certain âge, qui sont passés par la fac, par exemple, etc. Donc qui arrivent avec des croyances et des normes techniques ou des normes physiques qui leur appartiennent. Des fois, il faut qu'on les fasse évoluer. Des fois, il faut peut-être qu'on déconstruise pour reconstruire. Voilà, ça prend un peu de temps. Les top, qui ont été, on parlait des juniors, et c'est pour ça que ces coachs-là ont beaucoup, c'est très dur, et ils ont beaucoup plus de responsabilités que nous. C'est que si ils développent bien leurs joueurs, ces joueurs-là sont armés à aller très très vite par la suite. Voilà. Moi, je prends Aziz, bah, que tu as interviewé. Il a des lacunes dans plein de domaines et il a des forces dans plein de domaines et on doit en faire bouger certaines, faire évoluer d'autres. Donc voilà, et c'est des joueurs qui ont un certain âge et qui, tu vois, qui ont des bobos parce que
soit des problèmes techniques, soit des problèmes physiques et qu'on essaye de manager là-dedans. Donc c'est différent, ouais, Bien sûr. différent. Voilà. Ok. En fait, j'ai envie de faire un épisode complet avec toi, mais sur ta carrière de coach, en plus du recrutement chez les jeunes. Ah ouais, si c'était spécifique scouting, on reste là-dedans, mais avec plaisir de refaire si tu veux. Voilà, mais ouais, Ah, je suis sûr que tu me sortiras le truc du classement. Je devrais jamais le dire, mon classement. bah, non, un mec comme Sam Sumik qui a été 3-6, qui a accompagné plusieurs numéros mondiaux, tout ça, tu C'est vois, vrai. c'est un peu le Et il même. n'a pas été meilleur, Sam? Non, peut-être. 6-2-6, je crois, non? Ah, c'est Emmanuel Plan qui a été négat. Ah Il ouais. a dû être -2 ou -4 ou peut-être -15, je sais. Mais ouais. Ouais, ouais. Une dernière info sur le scouting, sur les jeunes, ou on a à peu près dit ce qu'il fallait? Non, je te dirais que peut-être qu'il faut pas. On n'est pas là pour dire ouais, on a l'œil de quelqu'un et on va signer la future pépite tout le temps. Et je pense que c'est très dur d'entendre que à 12 ans, on est capable de dire que lui, il va être champion. C'est complètement faux et on n'a pas la prétention de le dire. Par contre, on peut dire il y a des choses qui se reproduisent. C'est-à-dire qu'on revoit des constances de joueurs qui réussissent. Un petit parallèle avec ma carrière, les 2002, par exemple, Musetti, Rooney qui est 2003, je les ai côtoyés énormément chez les juniors. Medjovic, je les ai joués avec d'autres joueurs, etc., etc. Et je remarque une constance qui se reproduit quand même pour réussir. Et la constance, et c'est là où on veut se rapprocher, c'est l'environnement. Hmm. L'environnement de ces joueurs-là. Si à 12, 13 ans, on peut les aider, où ils ont déjà la plupart, bah, tu vois, en Italie, un environnement de coach, de structure, de personnes bienveillantes, de personnes qui comprennent le développement, ça optimise grandement les performances futures. Peu importe ce qu'elles seront. Voilà. Mais en tout cas, ça permet aux jeunes, je pense qu'il faut beaucoup de chance aussi. Et si les jeunes ont la chance de rencontrer ces bonnes personnes-là au bon moment, dans des étapes importantes, c'est là la clé. Une des clés. Voilà. Une des clés. Mais une des clés très importantes, je dirais. Donc voilà. C'est pas, on voit un jeune, ah, lui, il joue grave. À 12 ans, il va être champion. Je pense que tout le monde pourra dire, on l'a vu, et on s'est trompé, Ouais. et voilà. Il n'y a pas de science exacte. Et tant mieux d'ailleurs. Merci pour le Voilà. partage, Yann, c'était top. Bah écoute, merci à toi et puis plaisir de t'écouter encore et Au de revoir. continuer les podcasts, continue avec tous les thèmes. Et puis là, j'ai vu que les thèmes changeaient, donc c'est bien. Ça permet d'enrichir un peu et d'avoir plein de thèmes différents. Je sais que tu as fait pour les universités américaines aussi, j'ai vu. Donc Ouais. continue, c'est passionnant et ça enrichit le tennis et il faut le faire vivre le tennis parce que on a peur qu'il y ait trop de paddle après. Bon, peut-être on se voit à l'Open d'Australie avec Aziz, on se fait un truc à trois ou un truc tous les deux. Avec plaisir, avec plaisir. Et peut-être, moi, je vais essayer de venir pour le master à Turin là, si Allez, à très vite. voilà, en Italie. Ciao. À Bonne plus, ciao, journée ciao. et bon match aujourd'hui avec Aziz, hein. Ouais, merci beaucoup. Merci. Ciao, ciao.